Donc, les gens vont se connecter. Donc, je vois que les gens arrivent. Oui, je vois. Bonjour Dany. Alors, je vous demanderai juste de couper vos caméras parce que sinon, ça va être plus difficile. Donc, Dany, je suis désolé, mais je vais te demander de couper ta caméra. Merci. Alors, c'est en train d'arriver. Donc, on va, comme on avait dit, on commençait à 9 heures. Donc, on va se laisser encore un petit peu de temps par rapport à ça. Il est que 14h58. Enfin, il est que 8h58. Exact, exact. Donc, laissons-nous un petit peu de temps encore par rapport à ça. Puis, mais donc oui, donc voilà, c'est ça. L'économie au Québec, bah oui, on souffre comme partout. Plusieurs de nos clients craignent la rentrée octobre, enfin on va dire octobre-novembre, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont faire leur bilan et je pense surtout à tout ce qui est lié à l'hôtellerie, restauration et au tourisme. Bah, c'est sûr qu'il y aura des changements à avoir, quoi. Ouais. Pour ceux qui pourront encore tenir le coup, parce qu'il y en a plusieurs qui malheureusement n'auront pas cette chance-là. Non, mais c'est pareil en France. Tu sais, tu vois beaucoup de restaurants qui ont fermé définitivement. Hein. Ouais. Donc, oui, oui, c'est ça. Alors, oui, il y a déjà des gens qui me posent des questions. Oui, vous allez pouvoir poser des questions. On va présenter ça. Donc, et puis, on va se laisser un temps à la fin pour que justement on puisse répondre à toutes les questions, enfin, à une grande majorité des questions qui auront été posées en cours d'échange. Donc, Jean-François, si je te propose, il est 9 heures. Hein, on va essayer de tenir nos engagements envers les participants, puis envers toi aussi. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Très content de pouvoir échanger avec toi. Je vais juste te présenter rapidement, puis après, je te passerai la parole pour ceux qui vont suivre la conférence. C'est sûr que, bah, en fait, nous, ça fait quelques années qu'on se connaît. La première fois que je t'ai rencontré, ça fait au moins 15 ans. Tu donnais une conférence à l'université de Nantes. Et je me rappelle très bien, je ne voulais pas aller à cette conférence parce que j'étais en vacances et puis pendant mes vacances, je ne voulais pas forcément faire de conférence sur les ressources humaines. Et mon ami m'avait dit, si, il faut que tu viennes, tu verras, c'est un truc de malade. Il y a un gars, il a transformé son entreprise, il faut bien écouter ça. Et ça a commencé comme ça. Puis après, avec le temps, les choses ont fait que j'ai suivi ce que tu faisais. Et puis, on a eu la chance de se côtoyer aussi. Donc, merci d'être avec nous et puis de m'inspirer depuis des années. Alors, ton parcours, Jean-François, tu as été pendant 42 ans dans le même groupe, hein, à peu près, c'est ça? 47 ans. Oui, 42 ans 47 actifs. ans dans le même groupe. Tu as été pendant 30 ans chez Favi. Ouais. Donc, en fait, Favi faisait partie de vos fournisseurs avant qu'il soit racheté puis que tu en deviennes le directeur général. Tu es rentré chez Favi en 1983. Oui, Tu es parti, on va dire, tu es vraiment parti de l'entreprise en 2009. Tu as continué à travailler, je pense, en tant que consultant ou non pendant cinq administrateur. Administrateur. administrateur pendant 5 ans après. Et cette entreprise, depuis 1983, on va dire, tu as transformé et en fait, tu as même initié, tu es rentré dans l'innovation des ressources humaines. Tu as grandement transformé la façon d'interagir au sein de l'organisation entre si on pouvait appeler ça avant, des directions, qui après va faire que tu vas créer des mini-usines et tu vas donner plus de pouvoir et tu vas baser
ton management, comme on dit au Québec, la gestion. Hein, tu nous parleras aussi de ta détermination de la gestion. Pourquoi tu parles de management et pas de gestion. Plus sur la confiance que sur le contrôle. En fait, c'est un peu ton parcours. Là, tu viens de sortir ton dernier ouvrage, le 5e. Cet ouvrage, en fait, c'est un peu une synthèse des 4 autres. Hein. Tu vas à l'essentiel. Je dirais que moi, ce qui m'a toujours plu avec toi, et la première fois que je t'ai rencontré, ce que j'ai trouvé très agréable, et j'espère que ça va être le cas aussi pour ceux qui participent aujourd'hui, c'est la facilité que tu as d'expliquer la gestion des ressources humaines. Je dis toujours qu'un enfant de 5 ans qui t'écoute, il comprendrait comment gérer une entreprise parce que c'est simple. Alors, des fois, ça peut être un peu direct. Hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, des fois, ça peut être un peu raide, mais c'est direct, c'est simple et c'est efficace. Donc, avant de te passer la parole, je vais juste aussi rappeler à l'ensemble des participants qu'on aura une deuxième rencontre donc c'est un mercredi, le 23 septembre, donc une rencontre qui durera 2 heures. Donc, tu seras le co-animateur avec moi et on aura 4 ou 5 entreprises qui, au Québec et en France, ont décidé de transformer leur organisation pour aller vers ce concept de l'entreprise auto-organisée, le concept de l'entreprise libérée. Puis on parlera aussi du terme entreprise libérée dans cet échange parce que au Québec, il ne passe pas toujours très bien entreprise libérée. Donc, on verra pourquoi et qu'est-ce qui amène ça. Donc, on aura l'occasion de se revoir et d'échanger avec des dirigeants qui ont décidé de transformer leur entreprise. Alors, Jean-François, j'ai envie pour commencer cette rencontre, j'ai envie de te poser la question, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça un jour? Je n'ai pas fait exprès, rien ne m'a poussé, c'est le hasard. Alors, si tu veux, on va regarder comment fonctionnait l'entreprise en vitesse de croisière. Après, je vous expliquerai comment j'ai mis ça en place sans le faire exprès. En vitesse de croisière, 650 personnes, 14 mini-usines. Mini-usines, c'est 30 à 50 ouvriers, ouvrières. Dans mes émules, il y a notamment des entreprises de 5-6 000 personnes. Ils ont tout copié. Hein. Ça s'appelle Mini Factory à droite à gauche. Ça peut aller jusqu'à 150 et 200 personnes. Chaque mini-usine est attachée à un client, hein, Volvo, Audi, Fiat, etc. Ou un marché, les moteurs électriques à haut rendement. C'est nous qui avons fait les moteurs de prototype et présérie des Tesla. Ou les alléges qui tuent les bactéries pour les hôpitaux. Ou la salmonelle pour l'alimentaire. Donc, chaque mini-usine est attachée à un marché qu'elle connaît bien ou à un produit. Dans chaque mini-usine, il y a un commerçant. Un commerçant de l'autre type. Il prospecte, il fait les gammes, il est chef de projet, il fait le cahier des charges des machines, il négocie le prix des machines, il fait les audits de qualité, il fait tout. Et il a son bureau au milieu des machines. Hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui prospectait, quelqu'un qui faisait les gammes, quelqu'un qui était méthode et quelqu'un qui était aux achats. Là, c'est la même personne qui fait tout. Et donc, j'ai 14 commerçants. C'est une force colossale, ça. D'accord ? Puisque j'ai 14 mini-usines. Dans chaque mini-usine, il y a un leader. Le leader, c'est un ouvrier coopté par ses copains. Et c'est ce leader et le commercial qui décide de tout. Il décide des horaires, des augmentations de salaire, des investissements, des congés, tout. Il décide tout librement. Hein. Et les ouvriers sont totalement autonomes. Ils contrôlent eux-mêmes leur production, ils règlent eux-mêmes leur machine. Il n'y a pas de régleur, il n'y a pas de contrôleur. Et il y a un agent qualité par mini-usine. Je n'ai pas de service qualité. J'ai un agent qualité spécifique dans chaque mini-usine. C'est effectif que l'agent qualité de l'alimentaire, ce n'est pas la même nature que l'agent qualité pour les hôpitaux, que celui de l'électricité, que celui de... D'accord ? Il y a un agent maintenance. Au plus haut, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service du personnel, il n'y a pas de service achat, puisque tout ça est délégué au sein des mini-usines. Tout un autocontrôle sans contrôle de l'autocontrôle. La grande force de l'entreprise libérée, c'est qu'on fait confiance, mais complètement confiance. Il n'y a pas de service d'expédition. Hein. Les ouvriers contrôlent leur production, ça sort directement, ça va chez le client. En service global, j'ai un bureau d'études énorme, 3 fois plus que mes confrères, en 3-8. En 1983, j'ai convaincu mes ingénieurs et mes techniciens que c'est par nos cerveaux qu'on pourrait lutter contre la concurrence des pays à bas coût et non pas par les mains. Et spontanément, ils ont accepté. En vitesse de croisière, ils sont en 2,8 et quand ça chauffe, ils sont en 3,8. C'est une des forces colossales de Favi, ça. Dans les années 80, on faisait quasiment pas de pièces automobiles. En 10 ans, on a pris 60% du marché automobile européen.
Tout simplement parce que chaque fois qu'il y avait un appel d'offres, comme il y avait 3 cerveaux qui regardaient l'appel d'offres et qui étudiaient, non seulement on était les premiers à répondre bien avant tout le monde, mais surtout, systématiquement, par principe, on proposait des modifications pour être inférieurs au prix objectif. Bon, il a encore raflé tout. Donc, j'ai que 2 services, recherche et développement, en trop vite, et 8 personnes sur 650 dans ce qui est administratif, et un informaticien, qui n'ont pas grand-chose à faire, parce qu'on n'a pas de tableau de bord, on n'a qu'un indicateur, le cash flow. D'accord ? Et comme on a toujours eu un cash flow entre 20 à 25%, alors que nos confrères ont 3, 4, 5, 10, 12%, c'est le seul indicateur. Pour moi, le cash flow, c'est comme la température. Quand on a 37, on sait qu'on n'est pas malade, mais on ne sait pas pourquoi. Ben là, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi je gagne de l'argent, mais on en a gagné beaucoup, comme ça. D'accord ? Il n'y a pas d'heures supplémentaires. C'est trop compliqué. C'est géré dans les mini-usines. Quand quelqu'un a fait 8 heures de travail en trop, quand c'est calme, on dit tu prends une journée. Quand il a pris 8 heures, on lui dit tiens, tu viens samedi. Tout ça, c'est dans les mini-usines. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a qu'un seul objectif qui est le même pour le directeur général, la femme de ménage, l'ouvrier, l'ingénieur. Chaque jour. Alors, c'est important, ça. Nous, on ne perd pas son temps dans des budgets, dans des business plans. Regardez ce qui s'est passé avec la crise sanitaire qu'on a eue là. C'est chaque jour, en fonction des morts, qu'on décidait ce qu'on faisait demain. Et nous, moi, j'ai compris ça il y a très, très longtemps. Les projections de l'avenir, c'est une invention de la structure pour justifier sa place. Sachez qu'en France, il y a 541 stations au sol, 10 satellites, des ordinateurs qui font des millions de calculs par seconde, qui suivent des trucs précis qu'on ne peut pas discuter. La température, la pression atmosphérique, ça s'appelle la météo. La météo ne prévoit rien à plus de 48 heures et se trompe généralement dans les 48 heures. Quand on ne peut pas, avec des choses précises, des moyens énormes, prévoir plus de 48 heures, faire un business plan ou un budget à un an, c'est ridicule. Donc on essaie chaque jour. Faire plus, c'est mieux. Alors on ne parle jamais d'argent chez nous. L'argent, c'est une abstraction. Si je passe de 100 à 110 pièces, je progresse. Donc on peut dire toujours plus et mieux. Jamais moins cher. Moins cher, c'est une abstraction. Baisser les coûts de 3%, je n'ai jamais touché 3%. Faire 10 pièces en plus, l'ouvrier, il voit chaque heure si les 10 pièces elles sont dans la benne ou non. Chaque jour, plus et mieux. Pour mon client, interne ou externe, d'accord ? Dans mon village, ça c'est notre rêve partagé. J'y reviendrai après. Pour mes enfants, alors maintenant on a dit dans le respect de la terre de nos enfants pour faire joli. Voilà comment ça fonctionne. Résultat, on a été pendant très longtemps et très vite au quart des accidents du travail de la profession des fondeurs. On n'a pas augmenté les prix depuis 1984. On les a même baissés régulièrement dans l'automobile. On a consacré jusqu'à 10% de la masse salariale à l'information. Mais la formation chez nous, ce n'est pas des congrès, des meetings. C'est envoyer des ouvriers au Japon. Tous les 2 ans, on envoie 30 ouvriers au Japon. J'y reviendrai là-dessus. On a quintuplé la surface de l'usine tout en faisant 20-25% de cash flow. On a créé 600 emplois, on a formé 600 personnes dans ces concerts-là. Et surtout, ce qui a frappé les patrons, c'est qu'en 2 ans, cette boîte qui faisait 5 à 3% de cash flow s'est stabilisée entre 20 et 25% de cash flow dans l'automobile, où on baisse les prix de vente, sans augmenter les prix de vente, pendant 30 ans. Qui plus est, on a raflé tous les grands prix qualité qui existaient. C'est un jeu, on a toujours été systématiquement les premiers certifiés en France ou en Europe. Quand une norme sortait, dans un jeu collectif, on avait un point d'honneur à être les premiers. Alors ça, je pourrais t'envoyer un document que tu vas voir, où on voit tous les tableaux d'honneur qu'on a eus. Bon. Tout ça sans structure, tout ça sans objectif, tout ça sans contrainte, par le bonheur des gens. Alors, l'entreprise libérée, on ne libère pas tout le monde. On libère ceux qui créent la valeur ajoutée financière, les ouvriers. Chez nous, on s'en a bien compris, un patron, il ne crée pas de valeur. Est-ce que vous pouvez imaginer une usine qui se déroule avec des patrons? Ça ne produirait pas grand-chose. D'accord? Pour nous, c'est simple, c'est l'ouvrier qui prend un lingot, qui coule et qui fait une pièce, qui ajoute de la valeur. C'est l'ouvrière qui usine. C'est ces gens-là qui doivent être libérés. Et ces gens-là, alors, c'est le principe de base, c'est que chacun sait pourquoi il fait les choses. Et il est totalement libre du comment. L'ouvrier, c'est pourquoi il fait telle cadence, parce qu'il est allé avec le commercial aux études, et le commercial lui dit, tu vois la pièce là, on tourne à 420 à l'heure, devant les ingénieurs des clients, celle-là, ça représente 10 emplois. Il ferait faire 445 à l'heure. Et c'est lui qui donne son aval. Donc il sait la cadence, pourquoi il fait telle cadence. Il sait pourquoi il est sur cette machine, parce que les commandes arrivent directement en fabrication, ne passent pas par les bureaux. Et en fonction de ça, le matin, il décide qui est nuit, qui est du jour, tous les jours, c'est comme ça. Moi, j'ai déjà vu des ouvriers appeler leurs copains, on vient pas ce soir, on passe en 2 équipes. D'accord ? Il sait pourquoi c'est cette machine, c'est lui qui l'a réceptionnée. Non seulement il a participé à l'étude,
Mais nous, on part du principe qu'un ouvrier qui travaille 8 heures par jour sur une machine, c'est mieux que n'importe quel ergonome. C'était le bouton de commande à main droite ou à main gauche. Donc, il sait le pourquoi de toute chose. Et il est libre du comment, de ses horaires, de ses congés. Il voit ça avec ses copains. Il contrôle sa machine sans contrôleur. On n'a pas de contrôleur. Il contrôle, il règle sa machine. Il contrôle sa propre production sans contrôle expédition. D'accord, hein? Moyennant quoi, on n'a jamais de problème de qualité. Vous ne pouvez pas savoir la conscience professionnelle. De toute façon, quelqu'un qui fait de 1000 pièces ou 1500 pièces dans sa journée, il sait mieux que n'importe qui quels sont les codes qui bougent et les codes qui ne bougent pas. Donc voilà le principe. Comment on a mis ça en place? Mon background, c'est quoi? Officier, parce que j'allais faire la guerre. Moi, je suis né dans les années 40, c'était programmé, je ferai la guerre en 80, c'était programmé. Donc, officier. L'armée m'a appris un certain nombre de choses, de réserve. Hein. Métallurgiste, uniquement métallurgiste. Jamais fait de management, jamais. La seule chose que j'ai fait en cours du soir dans les années 60, c'est organisation scientifique du travail, OST. On nous apprenait Taylor, Fayol et Maillot. Fayol et Maillot sont deux ingénieurs qui, en 1915, ont dit on fixe un objectif de l'entreprise, on divise un objectif individuel, et après on pond des procédures pour expliquer aux gens comment on fait. D'accord? Et on sanctionne l'écart entre le comment les gens ont fait et comment il fallait faire. Ça, c'était bien pour intégrer des paysans dans les années 20-30 dans les usines. Ça, on continue à enseigner ça dans les écoles. Hein. Et moi, le premier choc que j'ai eu, moi, c'est. Donc, je suis OST, donc le gars de l'Organisation scientifique du travail, il nous parle de ça, mais c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, 61 ans peut-être, qui fait terminer tous ses cours en disant, et surtout n'oubliez pas, jeunes gens, que derrière les machines, il y a des hommes, et que les machines sont à disposition des hommes et pas l'inverse. Deuxième point important, 68. Je découvre que le Japon est deuxième puissance mondiale. Je savais, en tant qu'officier, que j'avais fait un service militaire dans les fusils à tête nucléaire, que le Japon est près 600 000 tonnes de bombes sur la tête, dont 2 bombes nucléaires. Je savais que le Japon n'avait aucune matière première. Comment ce pays, qui est tout petit par rapport aux États-Unis, peut être deuxième puissance mondiale? Alors, en vrac, je fais une veille économique comme on peut. Ça, c'est en 68. Hein. Je découvre Matsushita qui dit l'Occident va perdre, parce qu'il ne s'occupe que des mains des salariés. On va gagner, on s'occupe de leur cœur et de leur cerveau. Je découvre Kawakita qui dit aucun problème n'a une solution parfaite. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place par celui qui fait, qui sait. Je trouve les outils de la qualité, le TPM, le 5S, etc. Très vite, je fais organiser par le syndicat des fondeurs, j'étais peut-être un des premiers à faire un voyage avec des patrons au Japon. Et je découvre essentiellement deux choses. Les Japonais ne parlent jamais de chiffres. C'est un nombre de pièces bonnes à leur payer. Voilà. Hein. L'objectif, c'est faire 10 pièces en plus, parce que ça, on peut les toucher, les pièces, on peut les voir. Baisser les coûts de 5%, c'est une abstraction, d'autant plus que c'est la structure qui calcule les sous, et on fait ce qu'on veut avec les chiffres. Alors que les pièces, elles sont là, elles ne sont pas là. Et la deuxième, je découvre les outils japonais, et je comprends que ces outils sont des outils d'autonomie. Nous, Français, il y a un chercheur qui s'appelle Seriex, il y a 30 ans déjà, qui a dit la France est le seul pays soviétique qui a réussi. Hein, on a 2 fois plus de fonctionnaires par habitant que les Allemands. Nous, soviétiques, on a traduit quality control par la qualité. En américain, tout contrôle, c'est maîtriser. Les outils de la qualité, c'est pour maîtriser la production. Donc, c'est un problème entre l'ouvrier et sa machine. C'est pour ça que tous les 2 ans, on envoie 30 ouvriers au Japon, hein, pendant 3 semaines. Avec pas encadré, mais je veux dire avec un sujet. On choisit un outil de la qualité qu'on pratique bien, ils visitent. Enfin bref, c'est un voyage d'études, enfin à 80%. Quoi. Puis c'est un peu un voyage de loisirs à 20%. Hein. Voilà ce que je découvre. Je commence à travailler en 65. Alors déjà, en 65, le mot RH, qui considère l'homme comme une ressource, qui est monstrueux, ça. Le mot contrôleur de gestion, le mot marketing, j'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc. Hein. Contrôleur de gestion, budget, business, n'existaient pas. Ces mots-là n'existaient pas. Hein. Ça s'est créé au cours des 30 Glorieuses, ces trucs-là. Je démarre dans une entreprise qui démarrait, toute neuve, pour un patron exceptionnel, qui a fini par faire un groupe de 10 000 personnes, 30 sociétés, Max Rousseau. Et c'est une petite société qui démarrait sur une petite niche. Et le hasard fait qu'à 21 ans, je remets au patron, à l'époque, il y avait 2000 salariés dans le groupe, c'était jusqu'à 10 000. Je lui mets un rapport, il pousse, il me dit raconte. Et je raconte, puis après il m'explique. Moi, je lis jamais rien. Parce que quand tu écris, il n'y a pas de signaux faibles. Parce que tu as réfléchi.
L'argent est derrière les signaux faibles. Si tu veux les signaux faibles, va parler avec les ouvriers. Là, il y a plein de choses. Et cet homme-là jugeait les hommes et pas leurs idées. Et il m'a jugé à 21 ans. Et j'ai été libre toute ma vie. Lui qui avait grandi avec Fayol et Maillot, quand il me voyait partir dans ce qu'on a fait, que je vais vous décrire, il me disait, bon, enfin, c'est une bêtise que tu fais là. Ça va se casser la figure. Parce que. Maintenant, tu es sur le terrain. Si tu y crois, fais-le. Ça, c'était la base de tout. Je crois que si le patron de l'entreprise n'est pas totalement libre, il ne peut rien faire. Alors, comment on fait ça? 65, on commence à travailler. 70, on achète une fonderie qui est à vendre. De 70 à 83, j'y vais régulièrement faire mon métier de métallurgiste. On embauche un jeune ingénieur directeur qui a 5 ans plus que moi, qui gère l'usine comme on lui a appris. Plein de réunions, réunions planning, une grande vitrine, et il faisait toute sa vitrine. En haut, il y avait un bureau en hauteur, il n'y descendait jamais. Des tonnes de tableaux de bord, mais pas de cash flow, pas de compte d'exploitation. Ça m'a choqué, ça. Pour moi, alors, que les choses soient claires, l'argent n'a jamais été le but de l'entreprise. Le but de l'entreprise, comme tout ce qui est vivant, c'est la pérennité. Pour la pérennité animale, il y a 2 moyens majeurs. La nourriture, on peut manger cachère ou halal, ou pas du tout pour les catholiques comme moi. Hein, et il y a un comburant. Le comburant, c'est l'oxygène. Il n'y a aucune religion, on ne respire pas le samedi matin. Tellement la respiration est indispensable à la vie. L'argent, c'est la respiration de l'entreprise. D'accord ? Et alors, moi, j'aime bien le cash flow. Pourquoi ? Parce que le cash flow, c'est le résultat effectif de l'effort collectif avant les magouilles légales qu'on appelle les provisions et les amortissements. Là, on peut tricher après. Mais nous, tout est basé sur le cash flow. Et dès le... Alors, quelle est l'histoire ? Donc, moi, je vais là-bas de 70 jusqu'en 83, je vais là-bas. 82, le patron de l'usine, qui est un copain, veut s'en aller. Mars 83, Max Rousseau me donne la direction générale. Entre-temps, j'avais découvert Kawakita, Shiba, enfin, j'avais découvert plein de choses. Et j'avais découvert Jean-Christian Fauvé, dans les années 80. Jean-Christian Fauvé, c'est un philosophe qui a pondu toute une science qui s'appelle la sociodynamique. D'accord ? C'est lui qui a créé aussi le jeu de Go, je crois. Enfin, Oui, non, il a utilisé le jeu de Go. Il a utilisé le jeu de Go dans le management. Tu sais que nous, on donnait des cours de jeu de Go aux ouvriers pour qu'ils comprennent. On allait jusque-là. Hein. Oui. Et notamment, et je fais que ça, Jean-Christian Fauvé parle de l'entreprise holomorphe, etc., mais il parle de la métaction. Problème, action immédiate, cerveau reptilien, par réflexe, action imparfaite, mais qui va générer une autre réflexion, et d'action imparfaite en action imparfaite, on arrive à l'action parfaite, comme ce que disait Kawakita. Et il parle aussi de l'anaction, la réflexion qui débouche sur la réflexion, qui débouche sur la réflexion, qui débouche jamais sur l'action. Et ça, c'est la force de la structure. La structure ne débouche jamais sur l'action, parce qu'elle a peur de l'action, parce que c'est du risque. Tant qu'on réfléchit, il n'y a pas de risque. Donc, Max Rousseau me donne la direction de la société, j'envoie les cadres en formation Fauvé, hein, pour qu'on ait déjà la même culture. Pendant le mois d'août, qu'est-ce que je fais? Pour m'adresser au cœur et au cerveau des ouvriers, je commence par virer toutes les plaques de voitures où il y avait marqué place réservée avec les noms de mes clients. Je vais faire peindre l'entrée du personnel qui était marron et sombre parce qu'on me disait les ouvriers, avant de pointer, mettent les pieds sur le mur. Donc j'ai fait peindre en jaune vif en disant je veux que ça se voit sur les murs et je mets des noms partout en disant je veux qu'ils sortent bronzés du tunnel. Qu'on arrive de l'extérieur, qu'on voit de la lumière, que ce soit clair quand on vient à l'usine. Je refais les locaux sociaux en marbre. Hein. Je sais que le gars qui a fait ça m'a dit si on appuie, on ne va pas mettre ça parce que si on appuie, ça casse. Je lui dis je veux que ça casse si on appuie. Et puis je mure la fenêtre, parce que je ne m'en servais pas. Première réunion cadre. Et c'est là que tout s'est fait. C'est là que vous allez tout comprendre. Un certain Shiba m'avait dit il faut laisser des chances au hasard. Parce que si vous laissez des chances au hasard, il y aura des circonstances qui vous permettront d'innover. Innover, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché. Et quand on est en réunion, quand on est à lire du reporting, etc., il n'y a pas de hasard. Première réunion cadre, je leur dis c'est la dernière réunion, on ne fera plus jamais de réunion, je tournerai dans l'usine tous les jours. D'accord ? C'est que me dire, vous me le direz, on sera dans le verbal. Hein, et je leur dis, je vous interdis de faire des réunions, sauf quand il y a un problème. Mais j'exige que ces réunions durent tant que vous n'avez pas mis en place la solution, même imparfaite. J'adore les solutions imparfaites qui existent. Et je leur parle de Kawakita. D'accord ? Et je leur dis aussi, je démissionnerai tous les 5 ans, parce que je peux être l'homme qu'il faut à un moment donné. Je ne vais pas l'être. Tous les 5 ans, je ferai ma démission. Et je dis au comptable, je dis, tu laisses tomber tous tes tableaux de bord, tu me fais un compte d'exploitation tous les mois, pas avant le 15 du mois, parce que je préfère les comptes juste le 20 que faut le 5. D'accord ? Et je leur explique le cash flow, parce que je veux ça comme indicateur unique. Et je tourne dans l'usine. Et c'est parce que je tournais dans l'usine que j'ai vu une maman qui arrive en retard, qu'elle est sanctionnée alors qu'elle est à l'arrivée en retard, alors qu'elle avait un enfant malade.
Je réunis l'usine, je dis, vous n'êtes pas payé pour un horaire, j'en ai rien à foutre de votre horaire. S'il n'y a pas de travail, partez 2 heures plus tôt. Vous êtes payé pour l'amour du client qui reçoit vos pièces. Si le client aime vos pièces que vous avez faites, il aura ses sous pour qu'on reste dans le village. Le but, c'est de rester dans le village. Et on a besoin de sous pour ça. Et ça peut se faire que par l'amour du client. Et je tiens l'après-midi sur cette notion d'amour du client. Je dis, on ne peut pas aimer quelqu'un qui livre en retard, parce qu'à l'époque, en 83, tout le monde livre en retard. Hein, parce que je vous explique, lundi, ce n'est pas mardi. Cette pièce-là, est-ce qu'elle est de qualité? J'en sais rien quand on la voit. Le prix, c'est fonction de la qualité. Par contre, lundi, ce n'est pas mardi. Et on vote, et toutes les mains se lèvent, et on a décidé qu'on ne serait plus jamais en retard. Et on n'a plus jamais été en retard. Et dans la foulée, je leur dis, on ne peut pas aimer quelqu'un qui augmente ses prix de vente. Hein, et donc, on a décidé qu'à partir du 1er janvier 84, on n'augmenterait plus les prix de vente. Et je leur dis, il y a des outils. Il y a le SMED, par exemple, où au Japon, les ouvriers règlent en 2 heures les grosses transferts, là où les professionnels la règlent en 2 jours. Alors mes régleurs commençaient à faire la gueule, je leur dis, attendez, vous inquiétez pas, jour caserai ailleurs. D'accord. Et là, on décide de ne plus augmenter les prix de vente. On n'a plus augmenté les prix. Ça a été la première pierre du guet du changement. Rassurez-vous, il y en a eu 4. Deuxième pierre du guet. Je discute avec une ouvrière un jour que je connaissais bien, et puis je lui dis, mais je vois toujours sur la même machine, Eliane. Ben oui, monsieur le directeur. Mais depuis le temps, c'est pas réglé, pas contrôlé. Ben si. Mais pourquoi ne le faites pas? Ben parce qu'il y a le contrôleur régleur, le chef de ligne, le contrôleur. Je dis, attends, vous savez le faire? Ben oui. Est-ce que vous avez envie de le faire? Ah ben oui. Je réunis, c'est une dizaine, je repose la question. Et tous me disent, ben oui. Et là, je me dis, si je ne supprime pas le contrôle d'expédition, les gars de l'expédition vont tout faire pour bloquer les pièces parce qu'ils vont penser que ça va être leur tour. Et je leur dis, si je supprime le contrôle d'expédition pour vos pièces, et ils me répondent à l'unisson, faites-nous confiance. Et je fais le tour de l'usine. Et 85% des gens savaient faire. J'y faites-le. Alors, ceux qui ne savaient pas, je je prenais 2 personnes que j'ai vues avant. Vous n'avez pas ses parrains ou ses marraines, et c'est vous qui contrôlez les pièces et que vous déciderez quand il est libre. La qualité a explosé. Très vite, dans mes tours d'usine, les ouvriers me disaient, pourquoi on contrôle toutes les 2 heures? Toutes les 2 heures, le contrôleur régleur passait, on perdait 10 minutes, un quart d'heure. Ça ne sort pas des limites de tolérance. Mais ils contrôlaient toutes les 4 heures. Pourquoi on contrôle? Voilà. On a gagné déjà presque 1 heure de fabrication parce qu'on contrôlait la prise de poste. Et puis le contrôleur, lui, s'il y avait 10 cotes, il contrôlait les 10 cotes. Les ouvriers savaient très bien les cotes qui bougeaient jamais. Ils savaient très bien les cotes qui bougeaient. Ils contrôlaient que celle-là. Et on n'a plus jamais eu de problème qualité. Et j'ai compris pourquoi. Toute la structure, y compris les contrôleurs, sont payés pour régler les dysfonctionnements. Par principe, chez nous, vous verrez que l'homme est bon. Hein, ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. L'homme est le seul mammifère placentaire qui prend soin des vieux, des blessés, des malades. C'est le seul. Hein. Donc l'homme est bon. Donc le contrôleur est bon. Mais il a l'instinct de conservation. Donc par instinct de conservation, il ne règle pas au nominal. Il ne se met pas très loin des limites de tolérance pour que ça sorte. Parce que là, c'est du gâteau. Là, c'est plan d'action corrective, suivi du plan d'action corrective. Les ouvriers se mettaient au nominal. Comme m'a dit une ouvrière un jour, elle m'a dit, vous savez, monsieur, quand je m'énerve, que je vois que j'ai boire un café, c'est pas quand ça va vite. J'aime bien quand ça va vite. C'est quand ça ne va pas comme je veux. À partir du moment où les ouvriers ont récontrôlé leurs pièces, on n'a plus jamais eu de problème qualité. Et le cash flow a décollé. Pourquoi? Loi de Père de Taguchi. Taguchi, c'est un japonais qui dit le coût croît comme le carré de la distance en nominal. Si ça, c'est la limite de tolérance, et c'est le nominal, une pièce qui est là est bonne encore, et son coût est proportionnel au carré de la distance. C'est pour ça que le cash flow a décollé. Troisième pierre du guet, il y en a 4. Je découvre incidemment en octobre qu'il y a une prime de chaleur. Je réunis toute l'usine, on a une prime de chaleur. Ce n'est pas parce qu'on vous donne de l'argent qu'il fait moins chaud. C'est idiot. Et on débat toute l'après-midi. Ils avaient jusqu'à 20 à 25% de prime. Et on décide collégialement de prendre ce que chacun depuis 2 ans, de le mettre dans le salaire, même moi, mettre dans le salaire. Et après, on décide de s'attribuer une prime à stricte égalité, qu'on soit directeur général, femme de ménage ou ingénieur, qui serait une part importante du cash flow. Avec ça, au bout de 1 an et demi, les ouvriers avaient jusqu'à 19 mois de salaire avec cette part-là. Et j'avais la même prime qu'un ouvrier. D'accord? C'est quand même important ce que tu dis, 19 mois de salaire. C'est-à-dire que, en fait, si basé sur le cash flow. Basé sur le cash flow. Alors, ce qui n'est pas juste, c'est que j'avais la même part que les ouvriers, parce que c'est eux qui font le cash flow, c'est pas moi. C'est le truc. Et du coup, donc, on supprime les objectifs individuels, puisqu'il n'y a plus de prime individuelle. On supprime les objectifs individuels, et c'est après qu'on a trouvé cet objectif commun. Chaque jour, plus et mieux, pour mon client, dans mon village, pour mes enfants. Ça, c'est l'objectif commun. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe? Dès le lendemain, les cadences montent de 20 à 25%. Il a fallu 1 mois, on n'osait pas demander, nous, les cadres, aux ouvriers, parce qu'on ne comprenait pas que les cadences augmentent alors qu'on a supprimé les primes, les millions de salaires. En fait, avant, les ouvriers dosaient leur effort pour ne pas dépasser le quota.
Après, ils avaient un rythme physiologique de moins de fatigue qui était 20 à 25% plus élevé. C'est bête comme tout. Alors, donc 20 à 25% de pièces en plus, le cash flow, il a décollé. Dernière pierre du guet, on ramasse une affaire énorme. Et là, pour ne pas toucher à l'existant, une grosse affaire, c'est en mars 84, ça. Pour ne pas toucher à l'existant, au lieu de mettre les machines en fonderie, en découpe, etc., en usinage, on les aligne. Sans faire exprès, pour ne pas toucher à l'existant, on crée un process. Et je mets un Telex directement, à l'époque, il y avait ça, un Telex dans l'usine, dans le milieu d'usine. Quand tout a été prêt, j'ai pris 30 volontaires, il y avait des volontaires, hein, moitié hommes, moitié femmes, et le jour J, je leur ai dit, voilà les commandes, voilà le camion. J'avais supprimé les caristes, hein, c'est les ouvriers qui chargeaient les camions. C'est important ça. Parce que quand les ouvriers donnent au service expédition, s'il manque des pièces, ce n'est pas leur problème. Quand le camion du client attend, ce n'est pas question que le camion ne parte pas plein. Les gars resteront 1 heure s'il faut en plus, mais ils rempliront le camion. Et je leur dis, voilà les commandes, voilà le camion, débrouillez-vous. Très rapidement, alors la première chose, dès le lendemain, ils me disent, c'est bien, mais ça serait bien qu'il y ait quelque chose quelqu'un qui organise. On a discuté entre nous, Bernard est d'accord. C'est eux qui ont inventé cette notion de choisir leur chef eux-mêmes. Ce n'est pas moi. Et j'ai juste inventé le mot leader. J'ai inventé le mot mini-usine. Je leur dis, voilà, c'est la mini-usine Peugeot. On dit, c'est le leader. Comme ils ont cette idée-là, je vais prendre un commercial, mais qui savait tout faire. Je lui dis, je vais te mettre au milieu des machines et tu vas faire le commercial pour Peugeot. Et c'est comme ça que se sont créées les mini-usines. Les mini-usines se sont créées comme ça, en allant. Hein. Et c'est après que j'ai supprimé le service qualité, parce que le service qualité commence à faire des normes pour s'occuper, quoi, en mettant un agent qualité dans chaque mini-usine, etc., etc. Alors tout ça pour dire que j'ai jamais décidé de faire les choses. Jamais à 8 heures du matin, je me suis dit, cet après-midi, non, c'est les circonstances. Mais il y a eu des circonstances parce que je ne faisais pas de réunion et pas de reporting, que je sortais dans l'usine. Si je n'étais pas sorti dans l'usine, je n'aurais pas vu la maman qui était en retard, je n'aurais pas vu l'ouvrier qui savait tout faire, je n'aurais pas vu l'ouvrière qui savait régler, je n'aurais pas vu tout ça. Hein. Donc, autrement dit, alors c'est après, dans les années 2003-2004, qu'Isaac Getz découvre qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 500 entreprises en France qui travaillent comme ça. Même des grosses comme la Sodexo, 500 000 personnes. Même l'EDF a 25 chantiers pilotes de libération maintenant. Hein, ça gagne partout, ce truc-là. Parce que c'est une efficacité colossale. Non seulement… Alors, autre chose qui est intéressante, pendant 47 ans, on a fait appel aux syndicats d'Abbeville et d'Amiens, parce qu'on est au milieu, tous les 2 ans, pour les élections du personnel. On n'a jamais eu de candidat syndiqué. Ce qui veut dire qu'il y a une paix sociale qui est incroyable. On n'a jamais eu de syndicat, alors qu'on appelait les syndicats tous les 2 ans, conformément à la loi. Parce que personne ne voulait syndiquer, vous ne voyez pas l'intérêt. Ce qui prouve qu'il y a une paix sociale qui est assez intéressante. Donc, voilà le principe de l'entreprise libérée. On fait confiance aux ouvriers. Tout le reste de l'usine est à disposition des ouvriers. Ils sont quérables, à la limite. D'accord. Alors, d'ailleurs, je me permets juste de te couper par rapport à ça, mais en fait, souvent, dans ton livre, dans ton dernier livre, tu amènes l'importance de l'ouvrier, quoi, je veux dire, dans l'entreprise. En fait, tout tourne autour des ouvriers. Parce que c'est eux qui créent la valeur ajoutée. Comme tout tournait autour des soignants. Dans la crise qu'on a vécue, là, on n'écoutait que les soignants. On n'écoutait plus les énarques, les trucs. Non, les soignants. On vivait au quotidien. Hein, c'est en fonction du nombre de morts qu'on décidait pour le lendemain. D'accord. Alors, dans ce principe de base, qu'est-ce qu'on a découvert? Un ouvrier heureux fait 5 points de cash flow. Le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins. Il y a 10 points de cash flow qui dorment. Et pour qu'un ouvrier soit heureux, il faut qu'il sache pourquoi il fait les choses, donc on lui fout la paix sur le comment. Mais vraiment sur le comment. Et quand on fait confiance, Lénine disait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et il a tort. La confiance exclut le contrôle. Quand on fait confiance jusqu'au bout. Autrement, ça ne marche pas. Hein. Donc voilà le principe de l'entreprise libérée. Alors, il y a des entreprises de 5000 par personne qui travaillent comme ça. La Sodexo travaille comme ça, alors chacun à sa manière. Hein. Mais ce principe de dire, on arrête le contrôle et la sanction des gens, d'accord, on va vers la confiance. Alors après, il y a un cadre qui est un cadre de valeurs. Chez nous, on a un rêve partagé. C'est important le rêve partagé, on en parlera si tu veux. Hein. Oui, mais je pense que tu devrais en parler maintenant parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'aborde lorsque je démarre une entreprise en transformation et qu'on commence à rêver ensemble avec les collaborateurs de l'entreprise idéale. Parle-nous de comment toi, tu es arrivé à ce rêve partagé. Ben, si tu veux, quand on a supprimé les pointeuses, quand on a supprimé les primes, quand on a supprimé les objectifs, etc., à un moment donné, mes copains de m'ont dit, attends, il faut quand même quelque chose pour encadrer, quoi. Donc, on a cherché un système de valeurs.
Le rêve partagé, ça m'est venu des religions. Moi, mes parents étaient catholiques, donc je suis baptisé, etc., mais je n'ai jamais accroché au truc. Hein. Mais il n'empêche que toutes les religions ont le même rêve, la résurrection et la vie éternelle. C'est un rêve fabuleux, imparable et invérifiable. Hein. La résurrection et la vie éternelle. Donc, le couple, c'est une suite de rêves partagés. On rêve d'être ensemble, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, etc. Après, on a deux valeurs limites. Ça, c'est important. Autrement, ça devient n'importe quoi. Il faut deux valeurs limites. Les deux valeurs limites, comme dans le couple. Dans le couple, il y a deux valeurs limites. La fidélité et la confiance, le respect de l'autre, la tendresse. Tu sors de ces limites, le couple explose. Les grands pays comme les États-Unis ont deux valeurs limites. Le respect de la propriété privée, tu vois un cheval, on te pend. Hein, le respect et la liberté. Voilà, c'est deux valeurs limites. D'accord. Les musulmans, j'ai fait beaucoup de conférences dans les pays arabes, je leur pose la question. Il n'y a qu'un Dieu et son nom est Allah, d'accord, et le respect de la tradition, les 5 prières, le ramadan, etc. Nous, on a deux valeurs limites. L'homme est bon. Donc, puisque l'homme est bon, on détruit tout papier de contrôle, tout procès, instantanément. Hein, et l'amour du client. Tout papier qui n'a pas un client, on ne pense qu'il n'y a pas un client interne ou externe, on le détruit. D'accord. Alors, c'est deux limites. J'ai un cadre un jour en réunion qui m'a dit « Ouais, il y en a marre avec vous, il y en a pour les ouvriers. Moi, je suis bac plus 3, je ne suis pas à disposition des ouvriers. » J'ai essayé de le raisonner pendant 20 minutes, je ne suis pas arrivé. Au bout de 20 minutes, je dis « David, ça, je ne peux pas le tolérer. L'homme est bon, vous êtes mauvais. L'amour du client, votre client à vous, c'est l'ouvrier, agent qualité. D'accord. Donc, vous n'êtes pas dans le cadre. Alors, ce n'est pas une sanction, hein, c'est une formation. Et je vous donne 10% d'augmentation pour bien suivre votre formation. Et passer sur machine pendant 6 mois pour appeler ce qu'un ouvrier. J'irai pas, licencié. Boum. Hein. Alors, ça semble viril, mais si on ne respecte pas ces valeurs limites, ça devient n'importe quoi, ce truc-là. Puis on a les valeurs d'usage, l'auto, pas l'autrui. Chaque année, il y a un ouvrier qui gagne par un jury d'ouvriers, c'est le jury d'ouvriers qui décide de lui envoyer une voiture avec une place de parking réservée. Hein, l'auto. On ne donne pas 100 € à chacun. Hein, l'auto, il n'y en a qu'un qui gagne, mais tout le monde rêve. Juste ou égalitaire, ça c'est Jean-Christian Fauvet qui m'a appris ça. C'est pas juste et égalitaire, ça c'est le bordel. Il est égalitaire qu'on ait tous la même prime. C'est pas juste, non, c'est pas juste. Hein. Tous les 6 mois, les ouvriers qui n'ont jamais été absents, on met les noms au chapeau, on tire au sort 1 000 €. C'est que pour les ouvriers. Quand j'ai fait ça, les bureaux ont dit, mais et nous? Je dis, non, mais attendez, vous, c'est plus dur d'être à 6 heures sur machine qu'à 8 heures sur le bureau, au bureau. Donc, c'est juste, mais ce n'est pas égalitaire. Maintenant, si vous voulez, je vous mets sur machine. D'accord. Donc, on a des règles de fonctionnement comme ça, on s'est basé là-dessus. Et alors, surtout, on travaille énormément sur la reconnaissance. Hein. Il y a un jury d'ouvriers qui, chaque mois, détermine quelle est la meilleure action d'ouvrier. C'est-à-dire que les ouvriers sont reconnus par leur père. Et ce gars-là est homme ou femme qualité du mois avec son nom sur une plaque en bronze. Et à la fin de l'année, c'est un jury extérieur à l'usine qui décide quelle est la meilleure action. Et le gars gagne une voiture et a une place de parking réservée pendant 1 an. La seule place de parking réservée. Voilà. Il y a tout un système de reconnaissance que tu trouveras dans le bouquin. Hein. Pour jouer là-dessus, on joue énormément sur la reconnaissance. Hein, et sur la formation. C'est de façon illimitée, c'est jamais limité. Vous ne pouvez pas dire à un ouvrier, soyez autonome, si vous ne donnez pas la formation. Tu connais la Vénus de Milo? La Vénus de Milo. C'est comme si tu disais à la Vénus de Milo, vous avez le droit de vous mettre les doigts dans le nez. Elle n'a pas de droit. Hein. Donc, mais en même temps, ce que tu dis, Jean-François, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on essaye. De toute façon, les entreprises, pour beaucoup, celles qui ont la sensibilité de vouloir fidéliser leurs collaborateurs, la reconnaissance fait vraiment partie des moteurs de la fidélisation. Je veux dire, enfin, au Québec, on est payé aux 2 semaines, en France, on est payé au mois. Mais la reconnaissance, elle est quotidienne, par contre. La valorisation du travail que fait, l'engagement que font les gens. On a vu dans la période qu'on vient de passer de Covid, les gens qui se déplaçaient pour travailler, qui prenaient des risques et autres. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, quand les entreprises savent jouer avec ça, valorise et donc fidélise. Et puis la fidélisation, ça amène un meilleur engagement et le meilleur engagement, une meilleure productivité, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, les gens mendient de la reconnaissance. Tu es déjà en avance de ça. Pardon? Je dis, les gens mendient de la reconnaissance, on leur donne de l'information. Alors, Shiba a 2 écoles de management qui ne sont pas des écoles de gestion en Inde. Et là, on apprend à exprimer la reconnaissance. Il faut dire 3 choses au sujet de truc. Et puis, faire une légère suggestion. Ça prouve que le patron a fait attention puisqu'il fait la suggestion. Tu vois? Là, moi, avant de faire mon tour d'usine, j'allais voir certains cas en disant qui c'est qui a fait quelque chose de bien, pour savoir qui je devais féliciter. Le patron, seul papa peut dire que le papa est content. Ça ne se délègue pas la reconnaissance. C'est au patron de la faire. Moi, dans mon tour d'usine, je savais les gens qu'il fallait féliciter. Je ne vais pas entendre avant. En disant, enfin, Madeleine, c'est génial ce que vous avez fait.
Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans les bureaux d'études? Putain, il n'y a pas eu un qui a eu l'idée de faire ça. Voilà, ça, c'est de la reconnaissance. Et la plus belle reconnaissance des ouvriers, c'est d'être reconnus par les autres ouvriers. Ça, j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup plus fiers d'être reconnus par leurs collègues. Pour ça, le prix chaque mois, je prenais un jury de 7 ou 9 ouvriers au hasard et il mettait en avance la meilleure action d'ouvrier, hein, qui était homme qualité. C'est lui qui gagnait la voiture après, éventuellement, et puis avec la plaque, une place réservée à son nom pendant un an. Tu avais mis aussi dans l'entreprise, enfin, tu as développé énormément l'innovation, c'est-à-dire que toute personne qui améliorait un processus ou qui créait quelque chose, il y avait déjà un concours en interne pour justement quelles étaient les meilleures pratiques par rapport à ça, quoi, et le meilleur engagement. Ça, c'est les ouvriers qui reconnaissaient, c'est pas nous. Hein. Nous, il y avait les prix par improductivité, c'est-à-dire les commerciaux et les leaders, c'est une fois pour moi, pour mettre en avant quelque chose qui leur semblait bien. Et le gars recevait 1000 euros en liquide. Hein. Mais si tu veux, je crois que l'argent doit être le résultat de l'effort et n'est pas le moteur de l'effort. Les primes, c'est idiot, les primes. Hein. Sauf que quand c'est basé sur le cash flow, par exemple. Et surtout quand ça il y a un film qui a été fait par un journaliste qui a passé un an, qui s'appelle Question de confiance. Par Google, tu fais Question de confiance. Et tu verras un ouvrier qui, cette année, on a 17 mois de salaire. Hein, et on a la même prime que le patron. Il n'a pas plus que nous. Voilà. Ça, c'est une forme de reconnaissance aussi. Avoir la même prime que le patron. Hein. On se met dans l'affectif. L'argent n'a jamais été le but. Moi, on a fait un paquet d'argent. Et on ne savait pas pourquoi. D'ailleurs, M. Rousseau, pas le grand patron, le propriétaire de l'entreprise, me disait, écoute, j'ai une entreprise, ils sont 2500, ils gagnent la moitié de ce que tu gagnes. Toi, tu es un foutu de me dire pourquoi tu gagnes de l'argent. Moi, je ne savais pas pourquoi j'ai de l'argent. Eux, ils m'expliquent parfaitement pourquoi ils en perdent. Parce qu'il y a plein de tableaux de bord, de trucs, de machins, etc. Dans ton livre, justement, tu parles de ça, tu parles des 3 forces de Favie. D'abord, c'est les commerciaux. Avoir 14 commerciaux. Avoir un gars qui suit Fiat pendant des années, il connaît mieux Fiat que les acheteurs de Fiat qui changent. Bien entendu, il parle italien. C'est un truc que je ne comprends pas. Comment? Parce qu'une boîte de 600-700 personnes en France, tu as un directeur commercial qui bouffe 30% du temps des gens pour s'occuper, d'accord, qui fixe des objectifs, des trucs et des machins. Tu as un mec pour la France, un mec pour l'export. Comment tu que le mec parle l'espagnol, l'italien, le finlandais, etc. Moi, chaque commercial connaissait la langue du pays, si tu veux. Et puis, il restait, tu vois, c'est nos commerciaux, 14 commerciaux. Et le bureau d'études en équipe, c'est une force colossale, ça. Tu réfléchis. Quand tu as 3 cerveaux qui regardent la même pièce, c'est plus que 3, parce que le gars qui a fait une pièce, il se chevauche une demi-heure, hein, il explique à son copain, il va dormir. Il a les idées de la nuit plus qu'en fait les 2 copains. C'est colossal de mettre les BE. Tu sais que les Japonais, depuis toujours, mais tous les Japonais ont leur bureau d'études en 3 équipes. Hein. C'est nos cerveaux qu'il faut mettre en équipe, plus que nos mains, putain, c'est pas avec nos mains qu'on va gagner. Puis en même temps, dans un des ouvrages, dans un des premiers ouvrages que tu marquais, tu disais, le constat a été fait, c'est que moins il y avait de hiérarchie, plus l'usine fonctionnait, parce que tu te rendais compte que les équipes de nuit avaient moins de problèmes que les équipes de jour, alors que le jour, il y avait toute la hiérarchie qui était là et toute la structure. Alors, ça, c'est systématique dans toutes mes conférences. J'ai dû en faire 1000 de conférences. J'en ai déjà fait 500 parce que tu as des compteurs. La PM, CJD, le MEDEF, ils ont des compteurs. J'en ai fait 500. Et dans le monde entier, j'en ai fait 1000, 500 aussi, parce que quand j'allais à Shanghai, tu avais systématiquement Decathlon, Michelin, etc., qui me demanderaient ça un jour de plus. Bref. Dans toutes mes conférences, je dis, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui travaillent en équipe? Levez la main. Est-ce que les équipes de nuit ne sont pas plus performantes que celles de jour? Elles sont toujours plus performantes. Parce qu'il n'y a pas la structure, même chez nous, parce qu'il n'y a pas la structure qui les emmerde. Mais pourquoi elles sont plus performantes, même chez nous? Parce que de jour, un fil qui est coupé, l'ouvrier qui met un domino, il se fait engueuler par la sécurité, il va gna 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 gna. Vous pensez s'entretient. D'accord? De nuit, on le félicite, le mec, d'avoir mis le domino. On a une autre. Alors, il paraît qu'en VSD, c'est encore mieux. On fait rarement le VSD. C'est vraiment en cas de coup de bourre, mais rarement. Donc VSD, c'est le vendredi, samedi, dimanche? Le vendredi, samedi, dimanche, il paraît que là, ils ont des productivités du tonnerre de Dieu. Là. Alors, là aussi, pourquoi nos cas des accidents du travail? Moi, je me suis posé la question parce que je ne comprenais pas. On a découvert que les ouvriers de nuit étaient toujours les mêmes parce qu'ils retapaient une maison ou un bateau pendant 1 an ou 2. Donc, les autres alternaient qu'à la journée. Parce que quand tu fais les 3-8, quand tu changes d'équipe, de rythme, tu as 48 heures dans le cake. C'est là que tu as des accidents. C'est là que tu as des problèmes. Les chasseurs chez nous restent, ils ne veulent pas travailler, ils préfèrent ne pas travailler en hiver pour la chasse. Mais ils se démerdent entre eux. Je ne vois pas de quel droit. Quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, tu te dis, mais là, tu fais ça. Tu sais, je fais souvent des conférences à des groupes de RH. Et à chaque fois, je leur dis, est-ce qu'il vous arrive de mettre un couple dans la même équipe?
Et tous me disent, ben, oui, ça peut arriver. Je vous rendez compte que ça veut dire que pour être à 6 heures sur machine, ils réveillent leurs enfants à 4 heures, qu'ils se rendent à 4h30 chez la nourrice, pour se réveiller à 8 heures pour aller au travail. Vous vous rendez compte qu'ils restent tout seuls jusqu'à 11 heures du soir? De quel droit vous mettez un couple dans la même équipe? Laissez les gens tranquilles. Ils ne se mettront pas dans la même équipe. Il y en a toujours un qui s'occupera des enfants. Tu vois jusqu'où ça va, la bêtise? C'est monstrueux, ce truc. Mais d'ailleurs, je te dois une reconnaissance infinie. Je dis pas, je donne pas ton nom, mais j'ai entendu au Québec, apiculteur. C'est génial. Il n'y a pas de performance en bonheur. C'est l'ouvrier heureux qui fait le client heureux. C'est le client heureux qui fait l'actionnaire heureux. On ne peut pas faire un actionnaire heureux avec des clients malheureux. On ne peut pas faire un client heureux avec des ouvriers malheureux. Il faut arrêter les conneries, quoi. On cherche toujours à faire les gens parlent toujours du client, ils ne parlent pas de leurs ouvriers. Il faut commencer par ça. Ouais. En tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que quand j'ai lu ton livre, au départ, tu en parles et puis tu en parles un peu plus à la fin. Et j'ai vraiment, je te remercie pour le clin d'œil d'apiculteur et de rester heureux pour RH. Là, j'ai eu un petit sourire, je me suis dit. Attends, moi je dis comme j'ai entendu au Québec. C'est correct. Parce que ton nom, personne ne le connaît. Si Marxin, je vais le mettre, la prochaine réédition, je mettrai ton nom si tu veux. C'est gentil. Je peux le mettre dans les remerciements. Je peux le mettre dans les remerciements. La prochaine réédition, je le ferai. Et remerciements à Philippe, l'auteur de Articulteur. C'est génial, ça. Hein. Mais en même temps, parce que je suis comme toi, je suis convaincu que, et puis parce qu'en fait, on le voit, enfin, moi j'étais longtemps coach de soccer, et qu'est-ce qui fait qu'on gagnait? C'est pas qu'on avait les meilleurs joueurs, c'est parce qu'ils étaient heureux de jouer. C'était juste ça. Et puis en plus, c'était des jeunes, donc ils n'étaient pas payés. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Puis un jeune, ce qu'il veut, c'est jouer. Il veut faire des matchs. Alors bah, ça se mérite et tout ça. Donc oui, c'est clair que plus ils sont heureux et plus ils ont du plaisir à jouer ensemble, plus les résultats arrivent. Une question comme ça, là, pour les gens qui nous écoutent et autres, si tu devais être amené à faire un peu un comparatif entre une entreprise traditionnelle et puis une entreprise libérée ou auto-organisée, parce qu'ici au Québec, les gens préfèrent entreprise auto-organisée libérée, on a plus de mal ici. Souvent, les gens me disent libéré, dire qu'on est une entreprise libérée, c'est comme sous-entendre qu'avant, ils n'étaient pas libres. Non, l'ouvrier n'est pas libre. L'ouvrier n'est pas libre. Il y a quelqu'un qui lui impose ses cadences, qui lui impose sa place, qui lui impose ses horaires. Il n'est pas libre, l'ouvrier. De quel droit? Donc, même le commercial, tu as un directeur qui dit tu pars à telle heure. Enfin, c'est dément, l'entreprise. C'est dément, surtout en France. Donc, si tu devais avoir comme ça un comparatif qui te vient à l'esprit, entreprise libérée, entreprise traditionnelle, c'est quoi les différences? L'entreprise traditionnelle, on est dans le comment qu'on impose. L'entreprise libérée, on est dans le pourquoi et liberté du comment. Dans l'entreprise libérée, on est dans le management de l'incertain. Management, c'est des hommes par les hommes pour les hommes. De l'incertain. Parce qu'on ne sait pas où on va, hein, vu la météo. Dans l'autre, on est dans la gestion. Change les chiffres par les chiffres pour les chiffres. Du certain. Comment on sait bien que le monde est incertain? On fait un business plan à 10 ans, on dit c'est certain. Et on va dire on ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas dans le business plan. Non, attends, c'est ridicule. Hein? Alors, on ne peut pas faire ça dans le présent. On a un problème aux gens. On ne peut pas. On n'a pas de ligne budgétaire. Un budget à 1 an. Encore une fois, revenons à la crise sanitaire qu'on a eue. On ne se projetait pas une semaine. C'était chaque jour. Hein? Donc, là, on apprend dans l'école la gestion du certain. Science des chiffres par les chiffres pour les chiffres. Alors, ce que je trouve honteux, c'est que les RH, notamment, ont trouvé des entretiens d'évaluation. On remet des chiffres sur les hommes. D'accord? Le maître charpentier des cathédrales, hein, ce maître charpentier qui n'avait pas fait une école où il avait la capacité à régurgiter ce qu'on lui avait dit. C'est le mec qui avait démarré en bas de l'échelle et qui avait prouvé sa capacité. Il ne jugeait pas ses compagnons, il jugeait l'œuvre du compagnon. Jamais un homme n'a jugé un autre. Je sais qu'en France, c'est obligatoire les entretiens d'évaluation. Moi, j'ai fait des faux documents toute ma vie. J'ai toujours refusé. Non, mais j'ai fait une conférence une fois à Genève et les Suisses me disent vous faites des faux documents. C'est pas bien. C'est comme ça qu'on a fait les camps de concentration. Les camps de concentration, il y a des gens à peu près normaux, vous faites ça, ils ont fait. Moi, je me refuse à faire des entretiens d'évaluation. C'est abject. Je ne sais pas quel droit je jugerai quelqu'un d'autre, quel qu'il soit. Mais j'ai compris la combine. Hein. Ça, c'est une invention pour que l'homme revienne à un chiffre. Et on retombe dans la gestion des chiffres. Voilà. Celui-là, il a 19, il est bien, donc l'autre 18, il est moins bien. Voilà. C'est lamentable. C'est lamentable. Quand tu as commencé à travailler, et que tu as rencontré Isaac Getz et que Isaac Getz a écrit son premier livre qui était Liberté et compagnie, tout de suite, il a utilisé le terme d'entreprise libérée. Toi, tu y as adhéré tout de suite.
Qu'est-ce qui t'a amené à dire c'est le bon Alors, terme? le grand apport que j'ai eu, parce qu'Isaac, ben, évidemment, il est tombé sur nous, parce qu'on est les premiers. Hein. Puis après, il a vu Mille Sanitaire, tout ça, qui sont des émules, hein, d'accord? Ou Alexandre Gérard, qui était quelqu'un d'assez génial aussi en tant qu'émule. Que je connais bien parce que j'ai été fournisseur de cette entreprise à Nantes. Qui c'est Alexandre Gérard? Ouais. Ah ouais. Parce qu'en Et fait, c'est Chronoflex. Hein. ouais, ouais. Chronoflex, Et il y a eu une période où ça allait vraiment mal chez eux. Là. tu l'as lu son livre? Et Non, il j'ai pas raconte, lu le livre d'Alexandre. tu racontes son livre, il raconte parce qu'il avait créé une boîte de 300 personnes et puis il était au bord de la faillite. Et quelqu'un lui dit, va écouter un mec, et c'était moi le mec, 300 personnes, tu vois. Puis il dit, je vois monter sur scène un mec chauve avec un blouson d'ouvrier. Hein, j'ai toujours mon blouson Favi, c'est ma marque de fabrique, puis ma reconnaissance de l'entreprise. Et puis il démarre. Et je commence à regarder mes mails en disant, je ne vais pas perdre mon temps. Puis il démarre. Puis je comprends plein de choses. Puis à la fin, j'attends que tout le monde s'en aille, puis je vais le voir. Effectivement, je me rappelle, il y a le gamin qui vient me voir, puis il me dit, écoutez, j'ai planté ma boîte, j'ai encore de la trésorerie, combien vous prenez pour m'accompagner? Et je lui ai répondu, personne ne peut t'accompagner. Est-ce que tu as compris? Ben, il me dit, je crois, je dis, répète. Et en une demi-heure, il répète. J'ai dit, écoute, tu as compris, démerde-toi. Et je l'ai plaqué comme ça. Et il dit, j'étais ulcéré que ce mec-là, qui pouvait m'aider, me laisse tomber. Et il a tellement dressé sa boîte qu'à 40 ans, il a remonté à 400 salariés, je crois. Il a réuni un vendredi ses 400 salariés. Il leur a dit, j'ai 40 ans, mes enfants grandissent, je pars lundi faire le tour du monde pendant un an, démerdez-vous. Sa boîte a explosé pendant qu'il n'était pas là. Tu vois, parce qu'il a fait confiance. Mais moi, j'ai eu des plaisirs infinis avec mes émules. J'ai plein d'histoires sur mes émules. D'ailleurs, tu sais, je repense toujours à quelque chose que tu m'as dit il y a quelques années. Ça. Tu m'as dit, alors toi, tu fais quoi exactement? J'ai dit, j'accompagne les entreprises dans la transformation, la mise en place de ce mode de management-là. Et là, il me dit, toi, tu es dans la merde. Et je me rappelle, je dis, ah, comment ça? Ben, tu m'as dit, c'est parce qu'en fait, moi, j'arrive, je fais une conférence, je leur donne de la matière et je m'en vais. Quand j'étais chez Favi, j'avais le pouvoir de changer les choses. Et dis-toi, en tant que consultant, tu arrives dans l'entreprise, tu peux accompagner, mais tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. Donc, si ça marche, ça sera grâce à eux. Et si ça plante, ça sera à cause de toi. Bon courage. Et ça m'est resté tout le temps parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il est pas mal dans la réalité. En fait, c'est ça. Quoi. C'est un métier, l'accompagnement, que je ne sais pas faire, que je n'ai pas envie de faire. Tu sais, les conférences, il y a des années, j'ai fait 82 conférences. Depuis que j'ai la retraite, quand je travaillais, j'en faisais qu'une ou deux par mois parce que partie du principe, les ouvriers ne me payaient pas pour faire des conférences. Mais eux me poussaient à faire des conférences parce que je reversais l'intégralité de ce que je gagnais au comité d'entreprise. De temps en temps, ils voulaient faire une fête, et M. Zobris allait faire une conférence. Non, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que accompagner, c'est un métier. Je ne sais pas faire. Moi, je témoigne de mon histoire ou des histoires des émules. J'ai plein d'histoires sur les émules qui sont fabuleuses, qui sont extraordinaires. Hein. Mais moi, mon rôle, c'est de rassurer les patrons. Je suis un patron qui parle à des patrons. Et je les rassure en disant, vous risquez rien à faire confiance. Il y a tout à gagner. Hein. Encore une fois, faire pendant 30 ans 20 à 25% de cash flow dans l'automobile, sans se diversifiant, sans augmenter les prix, etc., c'est bien la preuve que ça marche, ce truc-là. Et d'ailleurs, quand tu parles des patrons, et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'enseigner ou quand j'accompagne les entreprises, c'est que le patron, c'est quand même le garant de la culture d'entreprise. Et que le jour où malheureusement le patron change, s'il n'a pas fait un bon relais avec un autre garant de la culture, tout ce qui a pu être mis en place pendant des mois, des années, peut s'effondrer très rapidement. Alors, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école de leader, il n'y a pas d'école de leader libérateur. Les écoles dites de management, qui sont des écoles de gestion, sont l'antithèse de ce qu'on fait d'entreprise libérée. Alors malheureusement, c'est ce qui se passe généralement. C'est passé avec Mulsaniter qui avait 5000 salariés. C'est passé avec Poult où il y avait 1000 salariés. C'est ce qui s'est passé à Favi aussi. Moi, j'avais formé mon successeur. Monsieur Rousseau, 30 sociétés, 12 000 salariés, décède à 85 ans. Sa veuve me dit vendez. Et j'avais deux groupes financiers qui me proposaient jusqu'à 25% des actions pour faciliter la transaction. Mais je voulais sauver parce que je savais que ces groupes financiers allaient faire un aller-retour. Moi, je voulais sauver mes salariés. Quoi. Je voulais et sauver puis, les emplois. Oui, les emplois. Je la convainc qu'elle avait un petit-fils avocat, mais bon, elle me dit, mais il ne connaît rien, etc. Je dis, ben, il prendra des dividendes, puis il nous faut la payer. Quoi. Et j'avais formé pendant 10 ans mon successeur. Et puis le petit-fils, je ne sais pas pourquoi, après que je sois parti, mais après l'administrateur, a filé un pont d'or à mon successeur parce qu'il a voulu s'occuper de l'entreprise. Donc il a regardé les livres, donc il a rentré à RH, donc il a eu un syndicat.
Donc, il a rentré un directeur commercial qui a sorti les commerciaux des mini-usines pour les mettre sur une plateforme. C'était la fin du système, d'accord? Qui a commencé à dire, mais il faut un service achat. Alors qu'avant, c'est chaque mini-usine qui achetait, qui négociait ses prix, en connaissant parfaitement ce que voulait le client. Et donc, ça a été très vite. Alors, tu te rappelles notre première rencontre? Oui. La première rencontre, j'ai une petite fille qui fait des études au Canada et je vais faire des conférences au Canada, c'était à Montréal. Et rue Saint-Jean, au Québec, je vois un farfelu là, qui plein de monde. Je vois un farfelu qui me tombe dessus. C'était quoi, le farfelu? Mais de loin, je ne sais pas, mon œil accroche. Un gars qui me fonce. C'est pas M. Zobris quand même. Ben, je dis oui. De la famille? Ben, je dis oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il dit, moi, je vous connais parce que j'ai tous vos bouquins, etc. Et puis on mange ensemble. Et puis tu me dis, mais vous avez, pendant 30 ans, j'ai regardé vos résultats financiers, et puis d'un seul coup, ça s'effondre. Ça s'est effondré pourquoi? Ben, parce que mon successeur, enfin, le petit-fils, chaque fois que j'ai une bêtise, je lui envoyé des mails, moi, en disant, faites pas ça. Mais non, c'est plus fort que lui, il a tout foutu en l'air. Alors, ils sont plus que 150, je crois. C'est fou, ça va vite. Salutaire, qui avait 5000 salariés, pareil, l'actionnaire principal qui est un Américain, mais son fils qui a fait Harvard, le gamin, il fait ce qu'on apprend à Harvard, il fout tout en l'air, quoi. Le problème de l'entreprise libérée, c'est alors, sauf Sol, ils sont 10 000 dans le nettoyage industriel. Depuis 30 ans, c'est les femmes de ménage qui font les devis, qui achètent les produits. En centrale, ils ont des garderies d'enfants, des restaurants d'entreprise. Tout est libéré, mais elle a eu l'intelligence que ces enfants travaillent comme salariés et en alternance. Voilà, Ben, Lisa, c'est sûr que Lisa, elle a accompagné son entreprise. Elle elle a n'avait son... pas été accompagnée par son père. Oui, mais Donc, elle n'a pas fait la même erreur pour accompagner l'entreprise avec ses enfants. voilà. Et puis, elle a 100% des actions. Alors que Hmm. là, c'est le petit-fils qui a 100% des actions, donc il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est le drame. Alors, ceci étant, mes leaders, ça fait d'excellents contre-métrailleurs. Mes commerciaux, beaucoup ont repris une entreprise, parce que le commercial qui prospecte, qui fait les gammes, qui tout fait, j'en ai un qui a repris une entreprise de 150 salariés, un autre de 80. C'est-à-dire que le système famille migre un peu partout. Question comme ça qui me vient. Bon, moi, c'est sûr que je connais tes ouvrages depuis des années, mais là, les gens qui nous écoutent, qui peuvent même, pour certains, être des gestionnaires dans leurs entreprises, ça serait quoi l'intérêt pour eux de lire ou de faire lire ton dernier ouvrage? Ben, si tu veux, le dernier ouvrage, tu l'as sous la main, là? Non, moi, je l'ai téléchargé, je l'ai en format. Ça coûte moins cher. Ça, c'est un des quatre précédents, tu vois. Alors, mais tu as les références dans les Ouais. trucs. Ce dernier ouvrage, il fait que 200 pages, encore une fois, il résume les 1200 pages que j'ai écrites. J'ai essayé d'aller à l'essentiel dans ce bouquin-là. Et encore une fois, le Cherche Midi, qui est un très bon éditeur, l'a bien mis en forme pour qu'il soit facile à lire, très facile à lire. Alors, c'est ce que je dis. Vous faites fnac.fr et ça vaut 10 euros pour le télécharger. Ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Jetez un œil dessus, parce que alors, moi, c'est désintéressé, parce que quand vous achetez un truc 10 euros, je touche 60 centimes, pas loin. Donc, ce n'est pas pour la vente des bouquins. Et je ne fais pas d'accompagnement. Vous avez des gens qui font des conférences pour rester accompagnés. Je ne fais pas d'accompagnement. Donc, puis, de toute façon, j'ai une bonne retraite. Je ne vais pas m'emmerder maintenant à faire des trucs comme ça. Mais si ça vous intéresse, jetez un œil là-dessus, parce que j'ai. Alors, effectivement, il renvoie à des bouquins où il y a plein de belles histoires. Il y en a quelques-unes là-dessus. Là, il y a des belles histoires d'ouvriers, mais des choses extraordinaires qui faisait pleurer Jean-Christian Fauvé. La femme de ménage, un jour, faisait le ménage, à 11 heures du soir, le téléphone sonne, elle décroche. C'est un Italien qui devait venir me De voir. chez Fiat, hein. Ouais, et puis qui devait m'appeler pour que je l'attende, j'allais le chercher à Roissy. Puis à 9 heures du soir, il n'était pas là. Et comme il est arrivé à 11 heures du soir, il appelle. Et la femme de ménage prend une voiture de société, va le chercher. L'Italien ne revenait pas en disant, voilà, le monsieur, il est embêté, voilà, elle va le chercher. Lisez les belles histoires Et c'est marrant parce que cette histoire, c'est une de celles qui, la première fois que je t'ai rencontré, m'avait le plus marqué. C'est parce que tu donnais l'exemple, c'est que dans une entreprise traditionnelle, quelqu'un qui prendrait un véhicule sans en avoir l'autorisation serait licencié, aurait une lettre d'avertissement. C'est normal, ils le savent. Hein. Et en même temps, elle a fait ça. Le lendemain, le commercial est arrivé, enfin, le commercial de chez Fiat est arrivé chez vous. Vous ne saviez pas trop comment il est arrivé. Et Oui. il vous a fallu du temps pour savoir qui avait fait ça. Et en fait, quand on sait que c'est la femme de Elle ménage. ne s'est pas vanté. Moi, quand j'ai eu Christine, je lui ai dit, mais c'est pas vous. Ah, si, le monsieur, il a téléphoné, il est embêté, je suis allé le chercher. Voilà, c'est normal. C'est ça l'entreprise de l'homme. L'entreprise de l'homme qu'apprend Jean-Christian Fauvé,
chacun est dans l'entreprise, mais quand il faut, chacun est l'entreprise, à lui tout seul. J'ai plein de belles histoires comme ça qui sont magnifiques. Il y a quelque chose aussi qui m'a toujours fait sourire, et puis là, je vais reprendre une, parce que tu en parles aussi dans ton dernier livre, c'est qu'il y a le pourcentage d'imbéciles est le même au niveau des employés que des ingénieurs, mais que Alors, ça coûte. non, c'est pas ça. Alors, il y a le livre de chevet de Max Rousseau, le grand patron en question, qui est un génie, c'était Barentan confiseur. Ça a été écrit en 1933 par un polytechnicien où il y a plein de maximes. Hein. Et notamment, il dit le pourcentage d'imbéciles est statistiquement le même chez les ingénieurs et chez les ouvriers. Si ce n'est qu'un ouvrier a peu d'ego. Un ingénieur imbécile a un ego proportionnel à sa bêtise. Et il est logique, alors que l'ouvrier a du bon sens. Et logique, son bon sens sont une catastrophe. Donc on a moins de risques à faire confiance à un ouvrier qu'à un ingénieur. C'est bien vrai. Hein. Mais les Donc, oui. ingénieurs, alors souvent on pose le problème. Napoléon a fait Polytechnique pour faire des ponts et des tunnels, pas pour gérer des hommes. Les écoles d'ingénieurs, on leur apprend à faire des avions, des voitures, et on leur demande de gérer des hommes. Ces mecs-là, ils gèrent ça comme ils géreraient des objets. Et je sais que j'ai fait longtemps des conférences à Centrale, la dernière année, et je leur disais, si un jour on vous demande de gérer des hommes, ayez l'humilité d'apprendre. Regardez les côtés de Kawakita, de Jean-Christian Fauvet, de Sun Tse, mais faites-vous une culture, le management, c'est pas la gestion. Hein. C'est un gros problème, ça. Tu dis, ben là, on va arriver dans la dernière demi-heure. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et puis on va les prendre au fur et à mesure. Je reviens aussi sur le fait et ça, je suis d'accord avec toi parce que je dis toujours que toute transformation et innovation passe par 4 étapes. La première étape, c'est l'ignorance. On ne sait pas que ça existe, donc on ne peut pas améliorer. Deuxièmement, on apprend quelque chose et puis peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent c'est ridicule. Mais c'est normal. L'innovation passe par ces 4 étapes. Ignorance, ridicule, dangereux, évident. Je repense toujours au gars qui un jour a dit si on allait marcher sur la Lune, c'était plutôt ridicule. Puis dans le cas où on irait, c'est quand même dangereux. Est-ce qu'on va être capable de revenir? Aujourd'hui, on sait que c'est évident. Je repense à l'histoire aussi des trois potes qui ont créé la compagnie Airbnb et qui se sont dit on va louer des chambres qui ne nous appartiennent pas à des gens qu'on ne connaît pas via une plateforme. C'était ridicule. Faire venir des gens chez soi, c'était dangereux. Et aujourd'hui, ce groupe-là est supérieur à des hôtels et à des groupes comme Hyatt et autres. Donc, c'est sûr que ce que tu expliques, toi, c'est des fois, il faut arrêter d'améliorer l'existant défaillant. Ah oui, oui, alors ça c'est dans ma nature. Je suis paresseux par essence. Hein. Par exemple, il y avait un gars qui prospectait, un gars qui faisait les gammes, un gars qui était chef de projet, un gars qui était aux achats. Ça partait avec des papiers, des trucs et des machins. Plutôt que d'améliorer les relations entre eux, c'est-à-dire faire plus de réunions, plus de reporting, j'ai supprimé le problème en disant à chacun faites tout. J'ai supprimé le problème. Quand il y a un problème, il ne faut pas le gérer, il faut le supprimer. D'accord. J'ai supprimé en disant chacun échanger les savoirs pour tout savoir dans 6 mois. Et j'ai eu 4 commerciaux heureux. Voilà. Hein. Ça, c'est une démarche que j'ai appris, mais qui est dans ma nature. Tous mes bouquins, c'est le petit patron naïf et paresseux. Petit patron naïf et paresseux. Moi, je suis naïf. Je crois en mes croyances. L'homme est bon, donc je ne contrôle rien. Je suis naïf. Je suis paresseux, mais ce n'est pas croyable. Quand il y a un problème, moi, je ne le gère pas, je le supprime. Ou alors je regarde autour de moi, ce n'est pas quelqu'un qui est plus malin que moi pour le faire. Hein, mais ce n'est pas parce que je suis paresseux. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, Mais attends, pour revenir, pour un truc, il y a un truc qui est important. Ce que je vous racontais, je ne vous dis pas de faire la même chose. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous supprimiez les primes. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est les pierres du guet qui se sont révélées parce que j'ai laissé des chances au hasard. Moi, ce que je vous vends, en tout ce temps que vous êtes, arrêtez les réunions, arrêtez le reporting, arrêtez les business plans, allez au contact de ceux qui font. Et là, vous verrez qu'il y a des circonstances. Dites-vous bien si Newton, grand cerveau, hein, grand mathématicien qui a fait des traités sur l'optique, l'acoustique, les nombres infinis en petit, s'il n'était pas sorti, il n'aurait jamais pris une pomme sur la tête. Il ne serait pas dit pourquoi de notre satire. Si vous voulez innover, il faut sortir de votre milieu. Hein, arrêtez le reporting, arrêtez les réunions, allez voir. Comme il y a mon patron, quand tu écris, tu réfléchis, il n'y a pas de signaux faibles. Va voir les ouvriers, il y a plein de signaux faibles. Et là, vous avez les circonstances qui ne seront pas mes circonstances. Qu'est-ce que je vends aux gens? Moi, j'ai fait rêver les gens sur la beauté de l'autre rive. En ayant un rêve partagé, par exemple. Hein. Après, surtout, ne faites pas un pont. Dites-moi, on va faire. Non, 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 non. Sortez. Les circonstances vont vous imposer de faire quelque chose. Mais faites vite. C'est comme une pierre du guet. Vous ne trouverez la deuxième pierre du guet quand vous serez sur la première.
Et de Pierre Duguay ou du Pierre Duguay, vous arriverez là où vous devez arriver. Vous oubliez que le changement, on l'initie, mais on ne sait pas où on va arriver. Nos ancêtres français ont fait la Révolution française parce qu'il y a eu 3 années de sécheresse, ils voulaient du pain. Et ça s'est terminé par la fin de la noblesse. Ce faisant, ils ne demandaient pas la fin de la noblesse. Ce faisant, ça leur a rendu beaucoup plus service que sur leur donner du pain. Le propre du changement, c'est qu'on fait rêver sur l'autre côte rive, puis après on dit aux gens qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller sur l'autre rive. Mais il n'y a pas un chemin qui est le même pour tout le monde pour aller sur l'autre rive. Alors, par contre, je crois volontiers, foncièrement, en m'inspirant des religions, en m'inspirant des militaires, parce que les militaires, ils sont forts quand même. Ils arrivent à amener les gens à la mort. Il faut le faire quand même. Hein. Nous, on demande juste de gagner des sous. C'est quand même plus simple. Hein. En m'inspirant de ces gens-là, il faut de valeurs limites. Il faut des, il faut des valeurs de base. Hein. C'est juste l'égalité, etc. Des valeurs d'usage. Il faut un rêve partagé. Je crois à ça. Hein. Il faut un système de reconnaissance. Il faut de l'affectif, il faut du subjectif, il faut arrêter d'être cartésieux. Comment, Jean-François, il y a une question qui nous a été posée tout à l'heure par Cathy. Quelle est pour toi la différence entre la gestion et le management? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. La gestion, c'est la science des hommes par les hommes pour les hommes. La gestion, c'est la science des hommes par les hommes pour les hommes. Et tous les hommes sont différents. Donc, il n'y a pas de modèle unique. Le management, non, la gestion, pardon, le management, c'est la science des hommes par les hommes pour les hommes. Et tous les hommes sont différents. Donc, il n'y a pas de modèle. La gestion, c'est la science des chiffres par les chiffres pour les chiffres. Et tous les chiffres sont identiques. Et bien, la plupart du drame, c'est que les chiffres ne servent qu'à nourrir des chiffres. Ça dépousse généralement sur aucune action. Hein? Le management, c'est écouter les hommes pour passer à l'action. Vous savez, il y a une formule de De Gaulle qui résume plein de choses pour moi. En ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé, il faut ménager, il faut arrêter de bousculer. En ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé, il faut avancer pas à pas et procéder selon les circonstances. Je crois qu'il ne faut jamais rien faire s'il n'y a pas les circonstances. Mais il n'y a pas de circonstances si on passe son temps en réunion à faire du reporting. Il n'y a des circonstances que si on sort, comme Darwin. Si Darwin n'avait pas fait le tour du monde, il n'aurait jamais eu l'idée qu'il a eue. Hein? Dans ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé, il faut ménager, il faut avancer pas à pas, procéder selon les circonstances et respecter les personnes. L'entreprise est un milieu où on ne respecte pas les personnes. Pourquoi certains ont une place de parking et pas les ouvriers? Pourquoi les toilettes sont toujours mieux dans les bureaux qu'en bas? Pourquoi le café est gratuit dans les bureaux et pas en bas? Hein? Ne respecte pas. Hein? Dans ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé, il faut avancer pas à pas. Hein? Il y a aussi François Julien. Le bon prince est celui qui, en supprimant les contraintes et les exclusions, permet à chaque existant de s'épanouir à son gré. C'est-à-dire que chacun dans l'entreprise doit pouvoir exister et s'épanouir à son gré. On n'impose pas le bonheur ni l'épanouissement. Le bon prince, c'est celui qui, en supprimant les contraintes et les exclusions, permet à chaque existant de s'épanouir à son gré. Son agir sans agir, qui n'est pas ne rien faire du tout, est une forme de laisser faire pour faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est ça le management, faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. Il faut prôner sans organiser. Il faut prôner. Et tout ça, franchement, encore une fois, ce n'est pas les 60 centimes que rapportent les bouquins. Mais achetez ça, je l'ai marqué là-dedans. Hein. Il faut prôner sans organiser. Moi, chaque fois que j'ai organisé, j'ai foutu le bordel. Hein. Laissez expliquer aux gens que ça serait bien comme ça. Ils font pas, mais s'ils le font, ils le feront beaucoup mieux que vous. Prônez, arrêtez d'organiser. Alors, Jean-François, j'ai une autre question, puis là, je connais bien la personne, c'est Dany, donc une chef d'entreprise que j'ai accompagnée pendant quelques temps, il y a déjà 2 ans, et qui pose la question, si on souhaite battre le temps et arriver plus rapidement à cette culture, quel serait le meilleur conseil? Alors moi, j'ai bien mon idée dans la réponse, mais je préfère te la poser. Le meilleur conseil, c'est d'arrêter le reporting. Pour moi, très bien, il faut arrêter le reporting, il faut arrêter les réunions, hein, il faut sortir de son bureau et aller écouter ceux qui créent la valeur ajoutée. Alors, qui crée la valeur ajoutée? C'est compliqué. Avec Isaac Getz, de temps en temps, on fait un truc à deux. Lui, le grand philosophe, et moi, le grand mathématique. Et on a fait le siège social de la BNP Paribas, 6000 personnes à Luxembourg. Et je leur dis ça. Je dis, voilà, quels sont les... Alors, et je leur disais, mais quels sont les gens qui créent la valeur ajoutée? Il y avait le CODIR, tout le CODIR, avec le directeur général. Hein. Et je voyais les plus jeunes qui se redressaient, là, un petit peu fiers, les gamins. Là. Et je dis, c'est très simple. On va imaginer que tous, autant que vous êtes, là, vous partez aux Bahamas pendant une semaine au Club Med. Pas de téléphone, pas de Wi-Fi, rien. Hein. Qu'est-ce qui va se passer?
Maintenant, imaginez que pendant une semaine, pendant un mois, on partez un mois. Hein. Maintenant, imaginez que pendant un mois, tous les gens qui sont en contact avec le client, au téléphone, au guichet, etc., arrêtent de travailler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ceux-là les clients. C'est ceux-là les ouvriers. C'est ceux-là qui doivent être heureux. C'est pas vous. Vous êtes payés par ces gens-là. Alors, ça leur fait un peu mal au cœur, les gamins qui sont bac plus 10, qui ont plein de diplômes partout. Voilà, c'est ça qui est important. Dans les choses importantes, il faut savoir quel est le cash flow, c'est-à-dire quelle est la température. Le cash flow dans l'entreprise industrielle, c'est la température. Dans l'enseignement, ils ne font pas d'argent. Donc, ça peut pas être ça. Quelle est la température pour savoir si on a température? Et qui sont les gens qui doivent être heureux? Ouais, Quelles sont les valeurs limites, etc. La connexion est un petit peu moins bonne, là, je ne sais pas pourquoi. Les religions, ça marche. C'est pas moi aussi, je te vois lâcher. Oui, la communication est un peu moins bonne. J'espère que ça va revenir. En fait, moi, ce que j'avais aussi envie c'est parce que j'aime. Ce que j'avais envie aussi de rajouter par rapport à ça, c'est aussi que chaque entreprise a sa propre culture de base, à part si on démarre une start-up et que là, on crée sa culture au démarrage. Bien sûr. Mais chaque entreprise a sa culture d'entreprise et donc il faut aussi laisser le temps et qu'il n'y a pas de délai. Il y a des entreprises, moi je vois, il y a des entreprises que j'accompagne qu'on fait des bons assez rapidement en un an et demi. Il y en a d'autres, ça a été plus rapide en 6 mois. Il y en a d'autres, ça prend plus de temps, ça va prendre 2 ans, 3 ans. Mais il n'y a pas de course en fait. Il n'y a pas de course par rapport à ça. La seule chose, c'est de garder le cap de ce que je disais tout à l'heure, c'est que toute transformation qu'on va faire doit faire que les gens vont quand même rester heureux et vont prendre du plaisir à travailler. Et donc, ce plaisir-là fait qu'il faut s'accaparer la transformation. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de modèle miracle. En tout cas, moi, je vois toutes les entreprises que j'accompagne, il n'y en a pas une qui s'est transformée de la même façon parce qu'elles ont toutes des cultures complètement différentes. Quoi. Bien sûr. Les circonstances sont différentes dans chaque métier, dans chaque culture, dans chaque moment de la vie de l'entreprise. On a fait ça à ce moment-là, peut-être que 10 ans avant ou après, ça n'aurait pas marché. Jean-François aussi, là, en attendant s'il y a d'autres questions qui arrivent, j'aimerais juste que parce que ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Là. J'ai lu l'interview que tu m'as envoyée, là, que tu as eu dernièrement, où tu fais un peu un comparatif. Et c'est vrai que c'est quand même assez flagrant entre le Covid et l'entreprise libérée. Donc, ça peut paraître un peu gros, hein, mais je trouve qu'il y avait quand même tellement de matière. Alors, peux-tu nous donner quelques cues par rapport à ça, quelques retours? Ce qui s'est passé, c'est quand le Covid s'est développé, j'ai suivi les événements. Et là, je me suis rendu compte qu'ils faisaient exactement ce qu'on fait dans l'entreprise libérée. C'est-à-dire, très rapidement, on a laissé tomber tout le monde, on s'occupait que des soignants. Nous, on s'occupe que des ouvriers qui créent la valeur. Parce que là, il n'y a que les soignants. Très rapidement, on a décidé d'un jour sur l'autre. Il n'y a plus d'histoire de voir dans une semaine. Non, non. Un jour sur l'autre. Très rapidement, on faisait confiance à la base. Alors, je ne sais pas comment ça a été au Canada, mais le père Macron, il a bien géré ça. Macron dit, on ferme les plages. Sous réserve que les gens qui sont sur le terrain, le maire, etc., décident que c'est possible. On va faire ça dans les écoles. Sous réserve que tu vois, c'est l'entreprise libérée, c'est qu'on faisait confiance à ceux qui savent, on décidait d'un jour sur l'autre et on bafouait toutes les règles. Il n'y a plus de budget qui comptait. Mais encore une fois, quand Trump a dit on va faire ça, quoi qu'il en coûte, je dis il est dans l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, on ne s'occupe pas de l'argent. L'argent, ça devient la résultante naturelle. Hein. Un jour, on avait décidé donc de ne plus jamais livrer en retard. Puis un jour, il y a une commerçante, parce qu'il y avait aussi des femmes commerçantes en fabrication, hein, qui m'arrêtent un vendredi matin au bord de la crise de larmes. On va livrer en retard. Je dis Valérie, ça, c'est pas possible. Si, j'ai les pièces pour le gris à Rennes, mais j'ai oublié le transport. C'est pas grave, on va appeler un hélicoptère. On a appelé un hélicoptère qui a chargé ce qu'il pouvait, hein, qui a livré Rennes, enfin, par le principe. Le patron de Rennes que je connaissais, parce que c'était un copain de la PM, il m'appelle, il me dit attends, je ne paye pas l'hélicoptère, je te demande rien, toi. Ils ne vont pas le payer. Il m'a dit ça peut attendre lundi. J'ai dit non. On a décidé qu'on ne serait jamais en retard, c'est un principe. Donc, quoi qu'il en coûte, on respecte le principe. Voilà. C'est idiot, mais c'est comme ça. Hein, un principe, c'est quoi qu'il en coûte. Alors, moyennant quoi, après, c'est resté dans les annales de famille. Tout le monde appelait Valérie Miss Supercopter, mais c'est resté. Mais c'est le principe, je n'ai pas chiffré le truc. De toute façon, quoi que j'ai fait dans ma vie, je n'ai jamais chiffré. J'ai fait ce qui me semblait du bon sens, et derrière le bon sens, il y a toujours de l'argent qui tombe. Et puis par rapport un peu au comparatif que tu disais du Covid et puis de l'entreprise libérée, c'était aussi, c'est que ça ne servait à rien de faire des plans sur du long terme. Parce que puis même encore aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va. On parle de deuxième vague. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc,
on navigue à vue actuellement. Mais on a toujours navigué à vie. C'est la structure qui s'invente. C'est comme la gestion. La gestion, on décide. Voilà le business plan, c'est la réalité. Mais ce n'est pas vrai. On ne sait pas où on va. On n'a jamais su où on va. Regardez le cours. Vas-y. Non, vas-y. Le cours du pétrole. Quand il était à $60, tous les spécialistes le voyaient à $100. Il s'est retrouvé à $40. Tu sais, un jour, c'est les jeux de rôle. Un jour, je fais une conférence, 50 patrons, table en U. Et je leur dis que rien n'est prévisible. Et il y avait 3 banquiers qui disent c'est vrai que le coût du yen, on n'a pas vu, le coût de la rouble, on ne l'a pas vu, etc. Puis en face, il y a un patron qui dit tu ne peux rien prévoir et tu me demandes un business plan à 10 ans pour me prêter 3 sous. Les banquiers, ils flottent. Il y en a qui disent mais non. C'est comme le Monopoly, c'est un jeu de rôle. Et comme si tu ne respectes pas le jeu de rôle, on ne peut pas te prêter. Mais d'ailleurs, nous, les business plans, souvent, on les fait pour nos clients. J'ai une grosse confiserie, il dit, je ne connais rien en bonbons, c'est moi qui ai fait. Voilà. C'est le jeu on pouvait faire le jeu de rôle quand on avait les moyens. Quand on en prend 1 milliard tous les jours en fin de cycle, on n'a plus les moyens du jeu de rôle. Hein, dans les entreprises, tu sais ce que c'est que les 30 Glorieuses? Ouais. Moi, j'ai grandi avec la cuvette émaillée qui était la salle de bain dans les années 40-45. C'était la salle de bain pour 90% des gens en Europe. C'est la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle. Je viens de là, moi. Hein, je ne fais pas la guerre. Moi, je devais faire la guerre comme officier dans les fusils à tête nucléaire. Je ne fais pas la guerre. Et j'utilise mon énergie pour inventer le concept de la salle de bain, la machine à laver le linge, la brosse à dents électrique, la machine à laver la vaisselle, les soreuses, le frigidaire, émancipation de la femme. Avant, tu achetais le poisson le matin, tu le manges à midi, tu ne peux pas le garder 3 jours. D'accord? J'invente tout ce qui t'entoure. Hein, et là, il arrive une masse financière énorme. Et là, les parasites sont arrivés. Les marketing, les trucs, les machins, les projections. Et on a cru que c'est grâce à eux qu'on gagnait de l'argent. Jusqu'au moment où on équipait le monde entier solvable et que les ventes ont baissé. Et là, on a 15% de rendement qui sont un jeu de rôle. Jamais une vache a fait 15% de lait en plus chaque année. On a donné le savoir pour rien au monde entier, dont les Chinois. Et ça, c'est irréversible. La vieille Europe est mal barrée. Alors, comme on se casse la gueule, alors on n'ose pas toucher à la structure. Mais elle ne sert plus à rien, cette structure-là. Sauf si tu la mets sur la route ou en recherche et développement. Il faut arrêter les projections. Ça rime à rien, les projections. Tu as la moitié des entreprises qui passent leur temps à faire des business plans, des trucs et des... C'est des jeux de rôle, ça. Il n'y a pas d'argent derrière. C'est juste pour s'occuper. Et le drame, c'est que c'est ces gens-là qu'on paye le plus. Hein. Tu as plein de gens. J'ai deux questions qui sont arrivées, Jean-François. Il y a une question de Benjamin qui dit comment envisager l'entreprise libérée pour une entreprise qui se crée? Alors moi, j'ai bien une petite idée aussi pour lui répondre, mais… Non, mais dès le démarrage, il faut que je trouve un rêve partagé. Dès le démarrage, il faut que je trouve des valeurs, dès le démarrage, et qu'elle joue avec ses rêves partagés, ses valeurs. Démarrage, il faut qu'elle arrête de se faire des objectifs. À 5 ans, ça ne rime à rien. Il faut qu'elle vive dans des présents successifs, et de façon très dense. Il y a un problème, on le règle. On le met pas. Tu sais, un patron, souvent les patrons, moi je dis un patron, pourquoi les ouvriers nous payent? Pour décider. Un patron, ça dit oui, ça dit non, ou ça dit je ne sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. Mais ça ne dit pas on en reparle, ça ne dit pas on va faire une réunion, ça ne botte pas en touche un patron. Comment c'est pas un patron? Donc c'est l'entreprise qui démarre, elle doit aussi dire on fait, on ne fait pas, hein, on ne passe pas son temps à avoir des doutes. D'accord? Donc c'est au contraire, je pense que c'est l'idéal de démarrer une entreprise comme ça. Exact. Moi, j'ai eu le cas d'accompagner 2 entreprises, dont une dans un secteur, on va dire, un peu particulier qui est dans le domaine de l'agriculture et puis une autre dans le domaine des TI. Et en fait, je leur dis toujours, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, une start-up, comme on appelle ça, va progresser très rapidement? C'est parce qu'en fait, elle est super agile, puis que les rôles sont rarement super bien définis. On connaît les compétences de chacun, on va jouer là-dedans, mais tout le monde joue un peu dans la cour de tout le monde. Puis, il y a une initiative où il y a une opportunité qui se présente aujourd'hui, on la saisit parce qu'on a cette chance de pouvoir en saisir beaucoup quand on est dans une start-up. Et en fait, ça grossit, ça fonctionne comme ça. Et à un moment, on devient gros et là, on se dit, oh là, il faut qu'on organise. Et là, du moment où on commence à organiser, ça devient le bordel, quoi. Parce qu'en fait, on a perdu cette spontanéité. Non, parce qu'on a appris à l'école qu'à arriver à un certain nombre, il faut un RH. On a appris à l'école qu'à partir de il faut un service qualité, etc. C'est des conneries, tout ça. Donc ça, c'était une des questions. Autre question de Cathy qui dit qu'est-ce qu'on devrait dire à un patron qui hésiterait de passer du contrôle à la confiance? Que personne ne peut lui imposer. Tout vient du patron. Si lui, il n'est pas décidé, c'est pas… Tu sais, moi, j'ai déjà eu des patrons qui m'ont proposé mais des fortunes en disant, bon,
accompagnez-moi, je vous verrai tant par mois régulièrement. Je dis non, ou alors tu me donnes ta paye et tu te casses. C'est toi qui dois le faire. Moi, je veux bien. Alors, ce que je fais souvent, quand j'ai fait des conférences, parce que souvent, je passe des journées complètes à faire mais que des conférences, des témoignages. Hein. Je dis, après, je suis au téléphone, je donne, mais c'est bénévole, ça. Mais je dis jamais à un patron qui me téléphone après, voilà ce que je conseille. Non, je dis, voilà ce que je ferai moi. Mais c'est peut-être pas ce qu'il faut que tu fasses. Parce que tu es toi, tu es ton terrain. Moi, voilà ce que je ferai. Voilà. Mais inspire-toi de ça comme d'un témoignage, sans plus. Mais tout vient du patron. Alors, tu le verras dans mon bouquin, tu l'as lu. Si on n'est pas patron, dans les grosses boîtes, on peut arriver quand même. J'ai Oui. quelques exemples où les gars, restant dans leur espace de liberté, comme ils ont fait 30 à 40% de pneus en plus, ça a fini par monter à la direction générale, qui s'est posé des questions quand même. Quoi. Mais il faut retenir qu'on ne convainc pas un patron par des chiffres, on convainc par des résultats concrets. Hein. Dire un patron, il ne faut pas parler, il faut des résultats concrets. Quand vous faites 40% de pneus en plus, ça finit par remonter quand même, parce que la structure, Gérald Bloch, c'est l'information. Ça fait chier toute la structure de voir un connard là, qui fait 40% de plus, juste en jouant sur le bonheur. J'ai des exemples dans mon bouquin, mais réels. Hein. Et non seulement tu parles de ça et du bonheur et autres, mais moi j'ai envie de dire, parce que souvent, j'ai souvent été convoqué par des organisations, souvent au comité de direction, qui veulent me rencontrer pour savoir si je peux les aider, comment je peux les aider. Et on me dit, est-ce que toutes les entreprises peuvent se transformer? Alors ma réponse à moi, c'est oui, mais est-ce qu'elles sont toutes capables de le faire? Ma réponse est non. Et là, les gens me disent, je comprends, vous m'avez dit que c'était oui. Je dis, parce qu'en fait, oui, il n'y a pas un secteur, il n'y a pas une industrie qui ne pourrait pas le faire. Et on le voit de plus en plus, même dans l'administration publique, hein, la fonction publique, c'est en train de se développer. Mais par contre, si le dirigeant ne croit pas non, je reprends ta phrase, que l'homme est bon et donc on peut lui faire confiance, ça ne marchera jamais, quoi. C'est pas la peine d'essayer. Donc, des fois, il nous est arrivé, nous, dans l'entreprise, d'avoir des débats avec des entreprises et puis on me dit, peut-être que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, mais parce que c'est politiquement correct de dire non, je pense que vous n'avez pas assez confiance dans vos collaborateurs pour avancer là-dedans, quoi. Non, mais la seule façon de convaincre le patron, c'est par le résultat de l'action. C'est pour ça que j'ai deux, trois exemples dans le bouquin. C'est en agissant dans son espace de liberté. Je prends l'exemple des pneus, parce que quand tu fais 30 à 40% de pneus, sans investissement, sans rien faire, juste en jouant sur le bonheur et la liberté, ça finit par remonter. Hein. D'accord. Et là, il commence à se convaincre, le patron. Mais si le patron n'est pas convaincu, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Mais tu sais ce que tu dis, c'est pour ça que je m'adresse qu'à des patrons. Moi, il y a des fois, mais je me rappelle récemment, enfin pas récemment, il y a 2-3 ans, il y a un gars qui m'offrait, mais vraiment très cher, hein, en disant non, non, mais je vais vous passer une journée avec ma maîtrise. Je dis non, non, mais attendez, non, la maîtrise, non, 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 je vais les faire rêver, vous n'allez rien faire derrière. D'accord. Moi, je veux bien passer une journée avec vous, avec votre codir. Mais la maîtrise, non, parce que je vais les faire rêver pour rien. Hein. Oui, mais s'ils ne sont pas convaincus, non, je commençais par être convaincu. Il faut que ça vienne du patron. Ça, tout démarre de la tête, et ça, on est d'accord. Mais, alors, souvent on me dit, mais alors, tout repose sur un seul homme. Et ma réponse, elle est simple. Si on avait eu Hollande à la place de Gaulle en 1940, on parlera allemand en France. Qu'est-ce que je te dis? Et puis, autre chose par rapport justement au principe de la gestion, tu t'en parles souvent, c'est ce lâcher prise, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a une transformation dans une organisation, oui, il y a ce qu'on appelle un peu un chaos. Oui, il y a un moment, on perd le contrôle, entre parenthèses, parce qu'on passe justement de quelque chose qui était assez connu, avec une procédure sur tout et autres, avec des gens dont la responsabilité c'était de contrôler les autres, à une sorte de flou artistique pendant quelques semaines, quelques mois. Et ça fait peur souvent aux chefs d'entreprise, hein, de se dire, mais… Le pire, quand on a supprimé les primes, on ne pouvait pas imaginer que les cadences montraient de 20%. C'est inimaginable. Tu vois, je sais que mes copains cadres, moi j'ai fait ça dans la foulée, quand j'ai découvert ça, c'est toi, je suis monté sur le tonneau et puis on est parti dans la foulée. Et à la fin de la journée, mes copains cadres me disent, mais attends, t'as vu ce que tu as fait, on n'a plus de prix, on n'a plus rien, etc. Ben, j'ai dit, c'est fait, tu vois. Je n'ai pas analysé, me dit, attention, supprime les primes, qu'est-ce qui se passe? Parce que même si j'avais analysé, j'aurais jamais imaginé que les cadences montraient de 20%. Tu vois. Alors, ça aussi, c'est un truc qui est logique. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais, c'est l'obus et la cuirasse. Tu fais un obus plus gros, tu fais une cuirasse plus épaisse, tu fais devant, d'accord? Si tu supprimes l'obus, si tu supprimes le pointage, hein, ton pays, on va améliorer. Non, tu supprimes le pointage. Tu ne pouvais pas imaginer que les gars feraient une demi-heure de travail en plus. C'est ce qui s'est passé, parce qu'avant, ils arrivaient 20 minutes, une demi-heure avant, ils discutaient du match de foot, ils pointaient, après, ils allaient prendre la douche, et ils commençaient à 6h30. Après, c'était à 6h30 sur machine, douché, prêt à partir. Il parlait du film, mais il démarre à 6h.
On a gagné une demi-heure, c'était impensable ce truc-là. Puis surtout, j'ai pu parler du client. À la suite de ça, c'est là qu'on a fait le blason. Je me suis dit, il faut, puisqu'on parle du client maintenant, il faut une devise. Alors j'avais inventé une devise. Hein, par et pour le client. Par et pour le client. Hein, toc, attends. Toc, alors la devise. Là, Jean-François, il est 10h22, il nous reste 8 minutes. Oui, S'il y a encore quelques questions par rapport aux participants, je leur laisse le temps de nous partager ça. Sinon, je vais commencer à peut-être faire un peu une synthèse de tout ce qu'on a dit. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces échanges, toute cette générosité que tu as depuis des années à partager ton savoir. Moi, il y a une chose que j'ai envie de rappeler aux gens qui t'ont écouté, c'est que là, on parle de choses qui peuvent être surprenantes en 2020, mais lorsque ça a été mis en place, c'était dans les années 1980. Donc, imaginons la vision qu'on pouvait avoir ou que pouvaient avoir d'autres chefs d'entreprise qui te voyaient tourner et faire ça. En 1980, là, on devait être proche du ridicule. On devait être et beaucoup de gens devaient se dire, il va tuer cette entreprise, on ne peut pas manager comme ça, il faut contrôler. En plus, on était dans une époque, et on l'est peut-être encore aujourd'hui, même si les nouvelles générations changent, où on avait besoin d'avoir une hiérarchie très structurée, beaucoup d'intermédiaires. C'est sûr que moi, il y a une chose qui m'a toujours marqué dans ma carrière, puis tu l'as cité tout à l'heure, je travaillais pendant longtemps pour une multinationale, et un jour, un de mes patrons qui ne comprenait pas non plus comment je manageais, hein, parce que mais en fait, comme lui, il s'occupait du pays dans lequel j'étais, puis d'autres grands pays comme l'Inde, en fait, il ne se posait pas la question. Il dit, ça marche, je ne comprends pas comment tu fais, ça marche, alors je vais te laisser faire, et puis on ira là-dedans. Donc, merci beaucoup, Jean-François. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois que non, je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Je vais te laisser le mot de la fin, Jean-François. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de partager avant qu'on se revoie, parce qu'on se revoit, je le rappelle, au mois de septembre, le 23 septembre, avec des chefs d'entreprise, où là, j'ai bien hâte de voir un peu le partage d'expériences des uns et des autres. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui nous ont écoutés ce matin, qui ont peut-être pris des notes et qui se disent « Oh, c'est pas possible chez nous, ça ne fonctionnera jamais, c'est comme irréaliste ». Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? ben osez, n'ayez pas peur, vous risquez rien. Moi, je peux vous certifier que la confiance, ça rapporte plus que le contrôle. C'est toute expérience. Et j'ai 1000, enfin pas 1000 entreprises, mais il y en a 200 ou 300 que je connais bien. Ça a toujours marché, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit l'activité. Hein. Donc, n'ayez pas peur de faire confiance. Vous risquez rien, mais rien du tout. Et lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Ça ne sert à rien de tout contrôler. Ce n'est pas possible de faire tout contrôler. Hein. Faites la confiance, ça ne coûte rien du tout. Et puis, qu'est-ce qu'on est heureux quand on est collaborateur heureux? Il y a un effet miroir. Rendez les ouvriers heureux. Mais retenez ça aussi. C'est les ouvriers qu'il faut libérer. Ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui créent la valeur ajoutée financière. Trouvez-les, ceux-là. Et faites en sorte qu'ils soient heureux. Et vous verrez que vous-même, vous serez heureux. Ah, il y a une petite question que je n'avais pas vue. C'est d'Amorin qui dit le rôle des RH dans cette transformation selon vous. Hein, qu'est-ce qui deviennent Alors, les RH? j'en parle dans le bouquin. Chaque entreprise a une identité. Elle a une identité connue ou pas connue. Le point du RH, c'est de révéler cette identité, de vérifier que tout le monde soit bien conscient et de faire en sorte que tout le monde soit conforme à cette identité. Hein. Et si les gens ne sont pas d'accord, ben, il faut les exclure ou les faire évoluer. Il y a une identité américaine qui est basée sur le respect de la propriété, qui est basée sur la liberté. D'accord? Voilà, c'est une identité. Alors, vous lirez dans le bouquin, j'ai fait un paragraphe exprès pour les RH. Je crois que le bout du RH, c'est justement, ça vient sur des valeurs, parce que l'identité, derrière, ce sont des valeurs. Hein. Le RH doit abandonner le contrôle aussi. Le RH doit abandonner le jugement. Il est là pour accompagner l'affectif et le subjectif. D'accord? Et derrière le subjectif, chaque couple a une identité. Et je crois que c'est son rôle à lui. Hein. Il faut valoriser cette identité-là pour que tout le monde s'y sente bien, s'y reconnaisse. Voilà, je crois que c'est ça le rôle du RH. Mais puis, qui regarde, j'ai écrit un paragraphe là-dessus. Je ferais juste un petit commentaire par rapport au rôle des RH dans ces organisations-là. Souvent, nous, quand on accompagne les entreprises, on travaille assez rapidement sur, à part si ça a déjà été fait, sur les valeurs de l'organisation. Parce que les valeurs de l'organisation, c'est un peu à chaque fois qu'on va prendre une action, on va les regarder, on va se dire est-ce qu'on est en lien avec nos valeurs? Et plus les valeurs d'une organisation sont fortes, plus elle développe sa culture d'entreprise et plus une culture d'entreprise est développée, plus on fait de l'attraction de talent, plus ça transpire à l'extérieur, plus les employés sont tentés. La prochaine fois, lorsqu'on va se rencontrer, il y a un de nos clients qui sera là et qui va témoigner.
lui dans une région de Québec qui était très touchée par les problématiques de recrutement parce qu'un taux de chômage les plus faibles au Canada, je parle bien au Canada, avec 2,3% de taux de chômage. Et en fait, lui, il n'a pas de problème de recrutement. Donc, et en fait, cette entreprise, ce qu'elle propose, ce n'est pas uniquement un emploi, elle propose une expérience de vie dans une entreprise où les gens ont développé, parce qu'ils vont pas, ils les ont développés depuis 3 à 4 ans. Ils ont développé l'entreprise, en fait. Ce sont les collaborateurs qui développent l'entreprise et non plus le patron. Et ça, je pense que c'est ce qui fait. Et donc, le rôle des RH dans tout ça, c'est d'accompagner cette transformation parce que ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, vous avez beau dire à vos collaborateurs, bah maintenant, prenez les décisions, je vous fais confiance, que ça va se passer comme ça. Quelqu'un qui, pendant 20 ans, 15 ans ou 10 ans, ou même celui qui sort des études, mais à qui on a dit il y a une hiérarchie, il faut la suivre et ainsi de suite, c'est pas vrai qu'il va changer du jour au lendemain et qu'il va dire, bon, bah, là, je peux faire ce que je veux ou je m'organise. Mais tous, attends, Poult, 1000 salariés, ils ont tout copié. Ils ont vu le film, etc., tout copié, la mini-usine, etc. Quand ils ont réuni, ils ont créé les mini-usines, ils ont dit aux ouvriers, désignez un leader. Ils ont dit, pourquoi n'en serait pas leader à tour de rôle, nous les ouvriers, tous les 15 jours? C'est-à-dire que ce soit le petit pouvoir qui existe, il est tournant. Mais ils ont remarqué qu'en fonction des mini-usines, tu n'as que 40% ou 60% des ouvriers qui sont d'accord pour être leader. Ils ne sont pas d'accord. C'est pas grave. Je crois qu'on ne peut pas imposer ce qu'il faut voir. Hein. Alors, le RH aussi, parce que moi, je sais qu'avec Hervé, c'était comptable, on disait qu'il faisait un peu ça. Parfois, on cherchait à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme surprise aux ouvriers. Tu vois? Parce que quand tu fais 1200 pièces par jour, tous les jours, c'est un métier. Même si tu changes de poste de travail, même si tu choisis ta mini-usine, c'est un boulot de con, quoi. Donc, on s'est forcé presque tous les mois de trouver des surprises pour les ouvriers. C'est aussi pour le boulot du RH, ça, d'aller chercher le bonheur des gens. Hein. Alors, ça peut être des voyages, ça peut être n'importe quoi. Mais je crois que le RH, il doit aussi jouer sur cette dimension-là. C'est à lui de trouver des valeurs affectives. C'est à lui de développer tout un système je ne sais pas moi, mais de dire tiens, ça va être Noël pour presque. La journée porte ouverte, c'est un ouvrier qui m'a donné l'idée. Enfin, pourquoi on ne ferait pas une journée porte ouverte pour les amis et les familles? Et ces jours-là, on invite les amis, on fait tourner des machines à blanc, le père de famille peut montrer à son enfant comment marche la machine, etc. Ça, c'est le boulot du RH, ça. Hein, rendre heureux, rendre heureux, rendre heureux, rendre heureux. Chaque matin, le RH devrait se dire quels sont les travaux les plus pénibles dans l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens-là soient heureux? D'accord? Ça, c'est le boulot du RH. Mais je reviens là-dessus, sur la notion d'identité. C'est vachement important qu'on va prendre conscience de l'identité de l'entreprise. Mais ils n'ont qu'à lire le bouquin, il y a un passage là-dessus, hein, où ils le chargent à 10 euros. Hein. Parce que là, je crois que c'est sa fonction. Et de vérifier que cette identité qui est propre à l'entreprise soit bien connue, soit bien partagée et qu'elle permette à chacun de se révéler. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François. Il est 10h30, on va garder le temps comme prévu. Merci de ton temps, merci de ta générosité. On se revoit dans un mois. Je sais que tu pars en vacances, donc passe de bonnes vacances. Profite bien de la moto. Quand tu viens en France, tu passes par la Picardie? Je devais venir, j'aurais dû être avec toi au mois d'août, là, je serais passé te voir, mais là, malheureusement, la Covid a décidé que ça allait être autre chose cette année. Donc, ce n'est que partie remise. Et je viendrai voler avec toi aussi parce que je sais que tu pilotes et que tu me feras visiter ta région vue du dessus. Donc, on prendra un peu de hauteur par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci pour toutes les questions. Et puis, on se revoit le 27 septembre. Bravo d'avoir trouvé le terme apiculteur. Merci à toi. Et puis, merci de m'avoir inspiré il y a très longtemps, même si je ne voulais pas venir à cette fameuse conférence. Salut. Merci, bonne journée. Au revoir.